Bonjour et bienvenue pour cette première émission de Gameplay RPG TV, puisque vous nous avez connus avec Gameplay RPG version radio, on vous l'avait promis, nous voici maintenant avec les images qui bougent. J'ai en ma compagnie, comme sur Console News TV, Jay qui est avec moi. Bonjour Jay. Salut Franck. Et Jean qui est là aussi. Salut. Donc on va retrouver bien évidemment une émission consacrée 100% au RPG. On va pas perdre une seule seconde parce que c'est une émission assez longue et on commence tout de suite avec la rubrique Actualité. On commence avec la rubrique bientôt, donc Jay, tu vas un peu nous expliquer à quoi correspond cette rubrique. Ouais, alors comme vous savez déjà sur le DVD, la partie actualité est découpée en 3 parties, donc bientôt, prochainement et Futursury. Et donc oui, alors la partie bientôt, c'est en gros les jeux qui vont sortir dans très peu de temps, comme Namco Cross Capcom qui sort à la fin du mois de mai, Fire Emblem, Dragon 2 qui sort en juin, et Eternal Mana 2 qui sort aussi fin mai. D'accord, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite envoyer les 2 premières vidéos et on se retrouve juste après. C'est Namco X Capcom et Fire Emblem. Donc on a lancé la première vidéo et on commence avec de belles images puisque c'est le logo de Capcom. Ouais, bah ouais. Bon, Namco Cross Capcom, la surprise du Tactical RPG, donc qui va arriver incessamment sous peu au Japon. Tout à fait. Alors il faut savoir, c'est que on n'a pas eu les droits de l'image d'une personne que vous allez entendre, donc on n'a pas pu le mettre sur le plateau. Il a pas voulu donner ses droits à l'image, mais par contre il a accepté les droits à la voix. Donc vous allez l'entendre pendant les commentaires audio, mais vous ne le verrez pas. C'est l'homme fantôme. Tu t'appelles comment ? Je m'appelle Val. Val, donc tu nous le présentes 2 secondes ou alors je le présente rapidement, les lecteurs de Gameplay RPG le connaissent puisque c'est un lecteur plus que fidèle, on va dire, et donc comme je le connais à l'extérieur, on va dire, bah, je l'ai invité à passer donc à l'émission. D'accord. Donc de la même façon qu'on rappelle que si jamais vous voulez participer à l'émission, vous pouvez tout à fait passer et voilà, être des hommes mystères comme ça, voilà, qui n'interviendront pas pendant le plateau télé, mais on vous serait derrière dans un petit local où vous pourrez commenter les vidéos avec nous. Voilà, tout à fait. Si vous voulez conserver des ventes, c'est peut-être plus logique de pas me mettre dans la vidéo. Alors donc tu vas nous dire un petit peu ce que tu penses de ce jeu. Bah écoute, à la base l'idée est quand même très très bonne. Donc c'est un gros crossover entre Namco et Capcom, entre tous les personnages des 2 firmes. Donc c'est assez intéressant de voir comment ils vont traiter ça. L'orientation tacticale était assez surprenante parce que bon, c'est pas des firmes qui font du tactical généralement, et il reste à voir le gameplay, comment ça va tourner quoi. Visuellement ça a l'air assez beau. Ils ont essayé d'unifier un petit peu les personnages des 2 films avec un seul design, donc c'est pas plus mal. Ça rend le truc un peu plus homogène. Maintenant c'est difficile encore de juger vu qu'on n'a pas eu le jeu en main, mais c'est très prometteur. Je crois que tout est dit là, hein. Ouais, je dirais simplement un truc, enfin je rajouterai un truc quand même, c'est que effectivement donc on récupère le moteur de Super Robot Tyson dans les phases de déplacement et dans les phases de placement stratégique, on va dire, de ces unités, et les unités qui sont donc les plus grands héros de Capcom et de Namco. Donc là on en a vu un certain nombre, on voyait exactement, donc là vous voyez entre autres les phases justement de déplacement avec des phases de dialogue, enfin c'est du Robot Tyson purement et simplement. Par contre, quand on rentre dans la surface de combat, bah, ça se transforme en un espèce de jeu de baston bizarre, c'est-à-dire que au lieu de voir l'action et de pas pouvoir du tout avoir une incidence justement sur ce qui se passe, a priori là on a besoin d'enchaîner donc des boutons, des combinaisons de boutons, comme si on entrait des combos en fait. La vue de côté rappelle un peu les Tales of, un peu aussi le principe des combats en 2D. Ouais, complètement. De toute façon là c'est de la 2D, enfin bon là c'est du grand Capcom, on va dire, un grand Namco, c'est de la 2D, c'est super mignon, c'est méga manga, enfin justement c'est méga manga, méga manga, ouais. Et puis voilà, on voit bien que l'orientation est clairement animée quoi. On va pas dire autre chose. En espérant que le jeu sorte un jour en Europe. Bah ça c'est pas certain du tout quoi, sachant que bon il sort le 26 mai donc au Japon. Donc quand vous aurez ce numéro, bah vous l'aurez entre les mains, enfin il sera sorti quoi. Très bien. Voilà. Donc, il reste quelques secondes, je crois. Ouais, on attend de savoir s'il y aura une version US ou une version Euro, mais ça, on vous tiendra au courant dans les prochains numéros de Gameplay RPG. Allez, on va envoyer la vidéo suivante. Tout de suite. Ok. Donc, comme vous pouvez voir, l'intro
ce qui est rare comme une intro quand même pour un jeu GameCube, faut quand même noter, surtout pour les RPG GameCube, pas tactical. Donc ce Fire Emblem qui casse un petit peu avec les anciens puisque celui-ci était en 3D, comme on l'a déjà dit. Mais restera toujours, est toujours un très très bon tactical malgré le manque de charme donc de la 2D. Mais on peut voir que malgré le passage à la 3D, l'ambiance Heroic Fantasy qui était omniprésente dans les anciens Fire Emblem a pas changé d'un pouce. Donc on retrouve la même ambiance, village, chevalier, dragon, donc c'est assez plaisant pour ceux qui aiment cet univers-là. Et non, on peut voir que ouais, mais ça ressemble à Brigandine quand même, quoi. Effectivement, un petit peu. Ça ressemble à Brigandine, quoi. Je veux dire, un petit peu. Bon. Mais le gameplay, est là. Non, mais bon, de toute façon, c'est un tactical. Ça a jamais été basé sur justement la puissance des graphismes ou la réalisation. Non, ça a l'air sympathique. De combat. Voilà, ça a l'air sympathique sans plus niveau réalisation, mais a priori c'est pas vraiment ce qui compte. Si jamais il y a un bon scénar dans ce Swen no Kiseki, donc qui est l'épisode GameCube, pourquoi pas. Bon, de toute façon on vous en dira plus le mois prochain dans la mesure où on a reçu donc la version Jap, mais là on a déjà terminé le magazine, donc on vous en parlera dans le prochain numéro de façon plus complète, dirons-nous, avec un test notamment, voilà. Donc là là c'était une vidéo de promo, on va dire, pour ce nouveau Fire Emblem. Et voilà, donc on va lancer la vidéo suivante. Namco X Capcom, c'est la première vidéo qu'on vient de regarder, commentée par nous-mêmes d'ailleurs. Et Jay, vas-y, tu peux nous donner encore quelques petites infos. Tout simplement, c'est un tactical RPG, donc dans l'univers de Namco Capcom. C'est d'ailleurs pour ça que ça s'appelle Cross Capcom, donc c'est une sorte de crossover, on peut dire, avec donc les personnages les plus connus de l'univers de Namco et de Capcom. Alors ça sort sur la PS2 et c'est prévu pour mai 2005. Ouais, donc il sort le 26 mai, donc à l'heure où vous serez en train de regarder cette émission, il sera sorti au Japon et il sera testé dans le prochain numéro. Et c'est plutôt une bonne surprise d'après ce que tu m'as écoute, dit. Là pour le moment on l'a pas entre les mains encore, mais a priori oui, ça a l'air d'être assez sympathique en reprenant le moteur de Super Robot Tyson. Donc alors il y a dans ce TRPG il y a des combats un petit peu comme les vrais jeux de baston. Ouais, tout à fait. Enfin c'est pas vraiment ça, c'est-à-dire que on va pas vous expliquer ce que c'est qu'un TRPG à la Super Robot Tyson. Donc voilà, ça se passe en case si tu veux. Ensuite tu rentres dans un combat, mais au lieu que le combat tu puisses pas agir dessus, là t'as des combos enchaînés, etc., histoire de rester dans une dynamique Namco Capcom qui sont quand même deux éditeurs de jeux de baston. Donc là il y a des coups enchaînés, faire des combos, etc., donc ça a l'air très sympathique. Très bien, et on va parler de Fire Emblem. Alors vas-y Jim. Swen no Kiseki. Alors donc Fire Emblem, donc c'est le titre phare de Nintendo, enfin la série phare de Nintendo pour tout ce qui est tactical RPG. Le jeu est disponible au Japon, on l'a eu encore entre nos mains, mais pour l'instant, on n'a pas fait de test, je crois pas pour l'instant encore. Non, pas encore. Voilà, ce qu'il faut dire, premier point, c'est qu'ils ont passé donc une série qui était à la base 2D, l'ont mise en 3D pour la GameCube. Petite erreur, le jeu est très bon, mais graphiquement, pour l'instant, ce n'est pas ça du tout, la 3D enlève tout le charme de la série. Mais c'est quand même pour l'instant un jeu qui semble très prometteur, espérant qu'il arrive sur le territoire européen, d'abord américain. Voilà. D'autres choses à rajouter ? Non, pas spécialement, je suis assez d'accord dans l'analyse, même si on l'a pas encore testé. Le jeu est passé en 3D, c'est un peu dommage dans la mesure où Fire Emblem, ce qui faisait sa grande force justement, c'était la 2D. Au niveau technique, au niveau stratégique, je veux dire, ça reste toujours assez travaillé. Techniquement, c'est pas ça, mais on s'en fout a priori. Donc on en reparlera plus ce mois prochain dans la mesure où on fera le test dans le prochain numéro. Allez, dernière vidéo et dernier jeu de cette rubrique, Eternal Mana 2. Un petit mot juste avant d'envoyer la vidéo. Eternal Mana 2, c'est la suite du premier, donc c'est toujours action RPG dans l'univers d'Atelier Marie, qui a l'air donc fort sympathique, beaucoup plus beau que le premier, qui sort d'ailleurs ce mois-ci aux États-Unis. Voilà pour la petite info. Très bien, allez. Oui. Pardon, il y a aussi Dragon 2, je crois, en vidéo avec Eternal Mana. D'accord, on envoie oui, t'as raison, on envoie les deux vidéos puisqu'il y avait 4 vidéos dans bientôt, donc on envoie ces 2 vidéos et on en reparle juste après. Donc on lance la vidéo. Dragon 2.
que je viens de dire. Qui est un titre que tu viens de dire effectivement, mais bon, répétition pour bien accentuer, hein, voilà. Ouais. Donc Dragon 2, voilà, pour une 3e fois. Ouais. Allez hop. Tout le monde est sûr comme ça. Là c'est une nouvelle vidéo, donc on vous en avait déjà montré une dans le DVD de Gameplay RPG précédemment. Là on a une nouvelle vidéo qui nous apporte plus d'éléments de réponse en fait sur les questions qu'on se posait. Donc voilà, le nouveau héros de cette aventure ne sera plus Kaim, puisque ça se passe 18 ans après, mais No, l'espèce de gars que vous avez vu au départ, avec donc une nouvelle héroïne également qui s'appelle Eris. Donc voilà, un nouveau dragon aussi. On ne sait pas si Angel fera son grand retour, a priori oui, j'ai vu quelques photos, mais en tout cas le nouveau dragon donc sera Legna, et la présence de Mana qui était plus ou moins la méchante du premier épisode, qui se retrouve donc maintenant 18 ans après dans votre équipe. Donc ça c'est quand même une bonne initiative. On a pu voir quand même, enfin la vidéo montre que c'est quand même très joli. Et pourquoi tu secoues là? J'adore, c'est que quand il y a la caméra qui se branche, il est au ralenti, et dès qu'on lance les vidéos, il est en accéléré. Ah bah forcément, c'est normal. Regarde des vidéos, enfin je veux dire, les vidéos parlent vous inquiétez pas, c'est le même. N'oubliez pas, disponible le 17 juin, donc au Japon. Alors à savoir que là on vous propose une vidéo de 3 minutes, mais dans le magazine multimédia vous aurez une vidéo de 11 minutes sur ce titre. Voilà, tout à fait. Titre réalisé par Gust, qui s'appelle donc Eternal Mana 2, et qui est la suite du premier Eternal Mana, qui était déjà une autre direction de la série des Ateliers Nomari. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? De la vidéo, puisqu'on a déjà parlé du jeu sur le plateau. Tout simplement, moi je fais d'abord une petite comparaison par rapport au premier que j'avais pu avoir entre les mains. Dans le premier, graphiquement c'était sympathique, mais il y avait un gros problème d'animation, et il semblerait que sur le deuxième épisode ils aient réglé ce problème là. Donc je sens que ça va sans doute être une petite bombe. Après peut-être que j'avance un peu trop vite, mais pour l'instant, comme j'attends avec impatience, j'ai envie de voir vraiment ce qu'il va y avoir dans le ventre celui-là. Même remarque, c'est une belle amélioration au niveau des graphismes. Les décors sont vachement plus travaillés, les petits sprites sont beaucoup plus détaillés. Et non, ça a l'air super joli. Et bon, moi j'ai jamais vraiment été convaincu par la série des ateliers, et même par Eternal Mana, par le premier. Même par Eternal Mana. Que j'avais trouvé, Enfin, j'avais été déçu. Ouais, déçu, voilà. Mais pas. Pourquoi déçu? Parce que t'en attendais peut-être trop aussi. Voilà, c'est sûr, à mon avis, c'est ça, quoi. J'attendais un. C'est vrai que, en fait, Gust à l'époque avait fait quand même un sacré battage autour du premier, en le présentant comme un putain de RPG en 2D, etc. Et là, en l'occurrence, bon, on avait été assez déçus. Et là, ce deuxième épisode, donc, semble reprendre à peu près les mêmes composantes, mais en les améliorant de partout. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait une animation bien plus fluide. C'est plus mignon, les sprites sont plus détaillés, effectivement. La musique, il y a un effort de fait également. Et voilà, Eternal Mana 2, on attend de voir concrètement ce que ça va pouvoir donner. Dans la mesure où il sort le 26 mai et qu'à l'heure où on vous parle, on n'a toujours pas le jeu. Mais en tout cas, voilà, un bon petit action RPG sans doute, derrière les fagots, qui devrait être fort sympathique. On constate quand même l'amélioration sur la vidéo, donc du design. Les sprites donc sont vraiment plus détaillés. Même le design. Le design a quand même été relativement amélioré, exactement. C'est clair. Il y a beaucoup plus de travail sur les personnages, sur l'ambiance, exactement. Donc voilà, Eternal Mana 2 qui arrivera donc à l'heure où vous lirez le magazine, il sera sorti au Japon, mais on le testera le mois prochain. Tout en sachant que le premier justement va sortir aux États-Unis à peu près dans la même période, c'est-à-dire fin mai, où vous allez enfin pouvoir l'essayer. Donc peut-être sont une chance qu'il sorte, ce deuxième épisode sorte aussi aux États-Unis. Oui, tout à fait. Enfin là, je pense qu'il y aura une chance qu'il sorte aux États-Unis. On réserve que le premier épisode fonctionne aux États-Unis. A priori, il devrait fonctionner. Vous faites bien de dire tout ça parce qu'on arrive à la fin de la vidéo et je pense que vous avez plus grand-chose à rajouter. Non? Il vous reste quelques secondes. Voilà. Bon alors très bien, alors donc on va passer évidemment à la vidéo suivante. Allez, vous êtes prêts? Alors ouvrez vos yeux, on passe à la vidéo suivante. Voilà les dons de vidéos qu'on a vu, Dragon 2 et Eternal Mana 2. Je vais laisser Jay, le spécialiste, nous en parler. Alors,
Eternal Mana 2, donc comme je le précisais, c'est un action RPG dans l'univers des Ateliers Marie, qui reste sur la 2D, donc ça c'est quand même la bonne surprise, c'est-à-dire c'est un titre 2D avec des graphismes, tout ce qu'il y a de plus mignon. Vous avez pu voir les persos dans la vidéo, enfin, ça bouge bien, c'est mignon, c'est une grosse production quand même malgré tout au Japon, donc de Gust, et on pourra vous en dire plus le mois prochain dans la mesure où on le testera dans le prochain numéro. Voilà, donc c'est sur la PlayStation 2 et c'est prévu pour une sortie le 16 juin 2005. Non, Atelier Iris Eternal Mana 2, c'est prévu pour le 26 mai 2005. 26 mai, non, je parle, oui, excuse-moi, c'est Dragon Dragoon 2 qui est voilà, prévu. t'as sauté une étape. En ce qui concerne Dragon 2, donc là, c'est un des titres qu'on attend le plus à la rédaction. Non pas parce que c'est un titre de Square Enix, mais parce qu'ils ont vraiment amélioré la sauce. On retrouve toujours le côté un peu beat'em all, un peu kill 'em all, on va dire, même à la Dynasty Warriors, donc Sengoku Musou, mais avec des phases à dos de dragon, donc c'est ce qu'il y a vraiment de plus intéressant. L'histoire est beaucoup plus poussée. Voilà, surtout ça. Voilà, l'histoire est beaucoup plus poussée, et l'aspect RPG intervient vraiment dans ce deuxième épisode, contrairement au premier qui était plus une boucherie interactive. Voilà, et en plus, d'après ce qu'on a pu voir, techniquement, ça se défend pas mal. Tout à fait. Donc ça, effectivement, ça sort le 16 juin et ce sera sur PlayStation 2. D'accord, on passe à la rubrique prochainement. Donc tu expliques en 2 secondes la différence entre bientôt et prochainement. Eh bah tout simplement une question de date, c'est-à-dire que là en l'occurrence on a parlé des jeux qui allaient sortir en mai, juin. D'accord. Prochainement, bah c'est plus loin, c'est-à-dire en été ou alors à la rentrée. Alors on va avoir 3 vidéos, donc je vais laisser Jay nous donner le titre, ou les titres. Donc on va commencer par Sengoku Basara, donc qui est une sorte de Sengoku Musou mais réalisé par Capcom, très sympa, vous allez voir. Grandia 3, donc on attend avec grande impatience à la rédaction, toujours réalisé par Game Arts, et Sakura Taisen 5, donc dont je vous montre l'intro et qui a l'air fort sympathique. Cette fois, il se déroule aux États-Unis. Très bien, voilà. On envoie les vidéos et on les commente avec vous. Comme ça. Donc le nouveau titre de Capcom qui est prévu pour cet été, qui est donc un clone non avoué, dirons-nous, de Dynasty Warriors, à savoir Shin Sengoku Musou, et qui s'appelle donc Sengoku Basara. Exactement. Voilà. Alors qu'est-ce que tu peux en dire, Jin? Enfin, qu'est-ce que tu trouves de charmant dans cette vidéo? Bah, premièrement, déjà le design. Personnellement, je trouve que le design est super joli, super travaillé. Après, le seul problème que je reproche à ce style de jeu, c'est que j'ai peur que les décors soient toujours super vides et qu'on voit une tonne de brouillard. Mais pour l'instant, ça semble beaucoup plus travaillé. Là déjà, je t'arrête, il n'y a pas de brouillard. Bien sûr, voilà, c'est ce que je veux dire par une comparaison par Dynasty Warrior. Justement, le visuel et les décors vont être beaucoup plus travaillés qu'un simple Dynasty Warrior. Et au niveau du gameplay, je sens que ça va bien péter. 16 perso, un gameplay Capcom, un design de DMC, donc. Et donc, c'est pour cette. On avait pour idée de passer pour des débiles en disant Grandia pendant toute la vidéo, mais en fait, non, on va pas le faire. Pas abuser non plus. Voilà, parce que bon, les Japs en même temps ils puent un peu, quoi. Donc, disons qu'ils savent pas parler anglais, quoi. Ouais, voilà. Mais bon, on va pas en vouloir. Donc, ce Grandia 3, que moi personnellement j'attends très impatiemment. C'est très très joli. Même chose. L'univers de la 3D qui est quand même beaucoup plus réussi que pour Grandia 2. Ah oui, là. Et pas tortillé du cul là-dessus, c'est vraiment super. Ça c'est clair, Donc il n'y a pas à tortiller parce que le jeu est vraiment magnifique. Là c'est une bonne révolution graphique, on va dire, mais voilà, c'est Grandia. Est-ce que l'intérêt principal des autres Grandia, c'est avoir le système de combat, va être conservé? Je pense que oui, quand même. Le système de combat semble quand même super. En tout cas, ça a l'air super dynamique. Ouais, voilà. Enfin, ça ressemble beaucoup à Star Ocean 3. D'ailleurs, le héros et donc Yuki ressemble vachement à Fate, je trouve. Et puis bon, voilà, il semblerait qu'on retrouve les anciennes magies. Il semblerait qu'on retrouve le gameplay des anciens Grandia. Après, à savoir, est-ce que ça va être bien exploité? Et est-ce que le scénario va suivre? Pas comme dans Grandia 2 par exemple. En même temps, Grandia ça a jamais été une prouesse scénaristique. Non, c'est vrai, mais le premier était naïf, mais était quand même vachement entraînant. C'était un vrai jeu d'aventure. Naïf, c'est le mot. Je crois que c'est le mot, naïf. Mais c'était quand même vachement plaisant, alors que dans Grandia 2. Bon, là, sinon, la vidéo, il s'éclate à montrer que on peut tourner la caméra autour du héros. Comme dans Star Ocean 3, toujours. Et puis bien apprécier les décors, les paysages, les panoramas et autres. Enfin bon, ça a l'air d'être une aventure à la Game Arts.
Donc un très bon RPG. La grande question que je me pose, c'est est-ce que le système de cartes va être comme les autres Grandia, c'est-à-dire super linéaire, ou est-ce qu'on va avoir une liberté totale? Ça, c'est une bonne question, mais a priori, d'après ce qu'on en a vu là, notamment dans cette vidéo, j'ai l'impression que ça va être encore linéaire. Ouais. C'est-à-dire qu'on va se bouffer des décors de ouf, voilà, si tu veux, mais on sera ultra limité dans la progression. Parce que là, je sais pas si tu remarques, mais là, ça fait vachement penser à Grandia 2 quand même. Oui, par contre, là, on a vu un petit avion, donc ça a l'air sympathique. Peut-être qu'on pourra se déplacer sur la carte. Ah, voilà. Le logo est plutôt joli. Qui sait, ouais, bon, le logo, à la limite, on s'en branle, quoi. Voilà, donc Grandia 3 pour cet été. Voilà, c'était Sengoku Basara, en tout cas la première vidéo. C'est une sortie été 2005 et c'est aussi sur PlayStation 2. Voilà, exactement. Tu veux que j'en dise plus ? Bah, je t'en prie. Ok, donc, comme je le disais donc dans le commentaire, donc c'est un Sengoku Musou version Capcom, donc beaucoup plus beau, qui a été produit par Hiroyuki Kobayashi, dont vous connaissez certainement Biohazard 4, mais qui est aussi producteur de DMC du premier et de bien d'autres jeux de Capcom. Bon, et il s'est associé donc avec par contre j'ai des petits trous, donc je crois que c'est Tachibana qui est donc le designer de DMC. Je vais pas te contredire. Pour faire Tu confirmes, Jin? Oui, on confirme tous les deux. D'accord, bon, qui s'est associé donc avec Tachibana pour faire le design de Sengoku Basara. Donc c'est quoi concrètement? Donc comme je disais, c'est un Sengoku Musou, donc un jeu d'action. Alors il y a 16 personnages ultra rapide, voilà, où on pourra incarner 16 personnages qui sont inspirés de l'histoire du Japon, tout à fait. Donc on retrouve notamment Nobunaga, Date, etc. Enfin bon, il y a pas mal de personnages donc, qui sont issus de l'histoire du Japon, et ça promet de vraiment déménager. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé sur la vidéo, mais en tout cas, bon, c'est très prometteur. Donc après, on va parler de Grandia 3. Ouais, alors Grandia 3. Ouais. Donc, vas-y, Jin. Vas-y, Jin, je t'en prie, parce que t'as l'air motivé là. Grandia 3, pour moi, c'est Grandia, c'est une série qui me tient à cœur. Donc, effectivement, Grandia 3, c'est une surprise que Square Enix nous a annoncé il y a quelques semaines seulement. Le développement du jeu a l'air d'être très 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 avancé, surtout que le jeu est annoncé je crois pour le 5 ou 4 août prochain. Après un Grandia 2 qui a été assez polémique, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé, enfin bon bref. Le Grandia 3 sur la vidéo que vous avez pu voir, est super impressionnant techniquement. Personnellement j'ai même du coup mal à croire que c'est un jeu PlayStation 2. Mais si, voilà, donc c'est un jeu qui semblerait va faire très très mal. Je crois en plus le jeu va être sur 2 DVD, donc il y aura sans doute une durée de vie qui va être immense. Les décors semblent sublimes. Mais bon, nous précipitons pas trop, on sait jamais, on n'a pas encore le jeu entre les mains. Voilà. Et la machine PlayStation 2 Ouais, PlayStation 2, ouais. D'accord, et date de sortie, parce que je l'ai pas entendu. 4 août. 4 août, d'accord. La suite de prochainement, Sakura Taisen 5. Il me semblait d'ailleurs c'était le 14 août, pas le 4. J'ai eu 4 ou 5. Ouais, d'accord. Bon, enfin, c'est au mois d'août. C'est au mois d'août. On va le faire en gros. Voilà. Donc après, on a Sakura Taisen 5. Ouais, Sakura Taisen 5. Donc vas-y, j'y vais, parle. Sakura Taisen 5. 7 juillet 2005. Je vous donne la date tout de suite. Voilà. Sortie PlayStation 2. Voilà. Donc Sakura Taisen, grande série que nous à la rédac, on aime énormément aussi. Que dire de plus? Ce n'est pas la suite de Sakura Taisen 4 déjà, premièrement. Alors on change de héros pour commencer. Voilà, on change de héros. Ensuite, ça se passe aux États-Unis. Voilà aussi. Apparemment, d'après ce que j'ai pu lire, au niveau des noms des personnages, des filles qui vont rentrer donc dans l'équipe, c'est inspiré des signes zodiacaux. Bon, d'après ce que j'ai pu en voir. Ensuite, là on arrive à une 3D un peu étrange. On reste dans le même système que précédemment, c'est-à-dire un jeu de drague aventure avec des phases de combat de TRPG. Donc on attend de voir vraiment ce que ça donne. Maintenant Sakura Taisen, donc c'est une série légendaire, malgré la déception du 4 qui était super court, mais le 4 c'était un petit finish, on va dire tout simplement quoi. Ouais, on va dire que c'est un finish du 3 mais qui aurait pu être quand même nettement supérieur quoi. Et après la catastrophe épisode 0 du Sakura Taisen 5 justement, qui était un action RPG complètement débile et sans intérêt. Donc on attend de voir ce que ça va donner, parce que effectivement Sega au niveau de la conception en ce moment ils ont quelques petits problèmes, donc on attend de voir ce que ça peut donner.
Voilà. Très bien, je pense que ça va clôturer cette rubrique et maintenant nous allons passer à la future tuerie. Je vous donne pas le nom du jeu, je vous demande simplement de regarder. J'y vais, faut que tu suives un petit peu. Là, mais le regard qui me passe dans la gueule. Bon, arrête. Non, attends, faut préciser quand même que j'y vais, t'es en train de faire. Vas-y. Oui, au début, je faisais le générique de Phantasy Star Online. Voilà. Ça donne quoi le film? Non, je recommençais pas. Non. C'était sympa. Non, je fais encore chanter à Shooting Star, quoi. Ceci pour parler de Phantasy Star Universe. Pour ceux gens qui appuient sur la touche audio et puis qui n'ont pas la musique du trailer, faut leur faire un petit fond sonore aussi, c'est bien. Voilà, exactement, ouais. Non, il y a la musique. Ceci dit, vous auriez tort dans la mesure où la musique déboîte, quoi. Voilà, exactement. Surtout pour entendre nos voix à la con et nos commentaires à la con, vaut mieux regarder le trailer voilà. d'abord. Écoutez bien ce que pensent les lecteurs. Comment remettre à sa place un... Hein? Ouais. Mon petit Val. Bon. Moi aussi je t'aime. Ouais. Donc, Phantasy Star qui donne un écran tout noir. Universe. Bon, j'y vais, vas-y. Phantasy Star Universe. C'est toi le spécialiste de Sega. Oui, ouais, enfin bon. Et Sonic Team. Bref, donc la Sonic Team devient bientôt sortir, enfin à la fin de l'année, si je me trompe pas normalement, sur PS2, PC, donc Phantasy Star Universe, qui est le premier jeu à proposer deux modes de jeu vraiment distincts, qui est donc le mode offline et online, mais le mode offline sera vraiment un RPG à part entière, qui proposera plus de 40 heures de jeu avec une véritable histoire, un véritable univers. Une bonne initiative. Voilà, une très très bonne initiative même, et un mode online qui s'apparente pour l'instant Phantasy Star Online, mais on n'est pas encore sûr à 100%, vu qu'on pourra sans doute normalement traverser plus de 3 planètes, enfin voir différents systèmes solaires. Bon, le vrai avantage du truc, si vous voulez mon avis, c'est que pour une fois, un éditeur pense à différentes catégories de joueurs en fait. C'est-à-dire que en l'occurrence, la version online, on va intéresser effectivement ceux qui étaient fans de PSO. Ce qui n'est pas du tout voilà. mon cas. Gros public. Ce qui n'était absolument pas mon cas. C'est clair. Et ça aurait été dommage par exemple que des gens comme moi ne jouent pas à PSU, justement parce qu'il y aurait eu qu'un côté offline. Et c'est ce que montrait aussi le premier trailer, si je me souviens bien, on voyait défiler Phantasy Star 5 ou Phantasy Star Online 2. Il est passé, c'est le premier trailer qui passe. D'accord. Voilà. Donc En fait, voilà. le jeu va réunir un peu les deux. Faut t'acheter une deuxième paire de lunettes. Parce qu'avec une, tu vois pas assez encore. Hein. Donc je vous rassure, hein, il a pas une tête de binoclard quoi. Non. Les cheveux longs et tout, donc c'est bien. Bon. Donc tout ceci pour dire que donc vous imaginez pas qu'on va jouer comme ça hein, non plus, parce que c'est pas je pense pas que quand même la résolution même si les premières images laissent augurer le meilleur, enfin ça a l'air vraiment super beau quoi. Une belle modélisation en tout cas, mais super fine. Mais je pense pas quand même que ce soit de cette qualité là, hein, enfin de la... à moins que ça CG, voilà, ce sera une CG. Là, sinon, à mon avis, c'est de la CG. Bien sûr. Oui, ça son tout le sens. Sauf si, évidemment, si ça sort après plus tard sur une nouvelle génération de consoles. Voilà. Bon, en tout cas, donc PSU, donc c'est prévu sur PS2 et PC, donc pour la fin de l'année. On vous en reparlera parce que donc sa particularité, donc un mode online, un mode offline, donc tout pour plaire aux joueurs en l'occurrence. Et voilà, Phantasy Star Universe, un titre qu'on attend vraiment, une future tuerie en quelque sorte. Exactement. Encore une. Vous l'avez sûrement tous reconnu, ce jeu Phantasy Star Universe, c'est ça, Jay, j'ai bien prononcé. Tout à fait, ouais. Donc un jeu sur PlayStation 2 et PC. Et PC. Donc éditeur Sega, t'en parlais il y a quelques instants. Donc là, ils ont plutôt bien réussi le jeu. Tout à fait, c'est moins qu'on puisse dire. Maintenant, c'est pas pour tout de suite non plus. Hein. Non. Je veux dire, quand je parlais de Sakura Taisen 5 tout à l'heure, c'est peut-être parce qu'il a été fait dans la précipitation. Mais voilà, bon. là, printemps 2006. Hein. Là, concernant Phantasy Star Universe, donc c'est sans aucun doute le plus gros jeu de Sega à venir. Et la grande nouvelle, c'est qu'on se posait encore la question l'an dernier, le 3, à savoir si ça allait être donc un jeu offline ou online. Eh bien, les enfants, c'est les deux. À savoir qu'on aura 40 heures de jeu en mode offline, donc un vrai RPG avec une histoire, des personnages et autres, et un mode online, donc qui vraisemblablement ira voir du côté de Phantasy Star Online. JV, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ça va. Personnellement, je trouve que ça va buter. Bon, après, on sait toujours pas ce qu'on n'a pas le produit entre les mois. Mais sinon, pour revenir sur le mode online, ça va donc sans doute s'inspirer de Phantasy Star Online. Mais ça semble être beaucoup plus vaste au niveau de l'univers, puisqu'on pourra voyager sur 3 planètes différentes. Oui, tout à fait. Donc on ne sera pas limité, on va dire, comme sur Phantasy Star, à certaines zones assez délimitées. Donc
Ce sera peut-être tourné, peut-être qu'on aura une petite surprise, ce sera un peu plus tourné MMORPG avec beaucoup plus de monde, beaucoup plus de contacts. Ouais. Donc c'est vrai que par contre la plus grosse surprise c'est le fait qu'ils ont l'intelligence de faire un titre qui propose un RPG classique avec un héros, avec une aventure et à côté online. Voilà, c'est les 2 en 1 et ça c'est franchement une très bonne idée et c'est signé Yuji Naka. Voilà, et puis la musique aussi, vous avez pu l'entendre sur cette fantastique intro. On vous a pas montré de gameplay parce que pour le moment Sega garde jalousement son titre, d'accord. On vous en montrera peut-être plus dans le prochain numéro étant donné qu'il devrait être largement plus dévoilé à l'E3 cette année. Et l'E3 où tu vas aller nous apporter quelques images puisque tu pars dans quelques jours. Absolument, je suis en train de préparer donc mon voyage pour partir à l'E3 donc et vous ramener un maximum de choses, un maximum de salons, un maximum de gens, un maximum de jeux et un maximum d'infos surtout. Voilà. Allez, je vous propose tout de suite de passer maintenant à une autre rubrique, la rubrique test. Pour les tests, on commence avec les tests Jap, avec le premier jeu sélectionné par Jay, Romancing Saga Minstrel Song. Tout à fait. Alors, juste avant que tu dises quoi que ce soit, je vous propose de regarder la vidéo. Un écran noir, magnifique. Donc c'est Romancing Saga Minstrel Song, donc le remake du premier épisode, qui a déjà été évoqué moult fois dans les précédents numéros de gameplay. Oui. Que dire, a priori ceux qui ont pu s'y essayer m'ont dit qu'il était vraiment très très dur, qu'il fallait vraiment s'accrocher pour en venir à bout, pour même ne serait-ce que progresser. Grave. Donc je vais laisser la parole à Jay qui l'a déjà eu entre les mains et qui pourra sûrement vous en dire un peu plus. Merci lecteur. Je t'emmerde. Non, je doute que tu aies suffisamment de matière fécale pour me recouvrir entièrement. D'accord, mais passons, sinon on va être hors sujet et non. Suivre un peu la vidéo. Bon. Vas-y, j'y vais. Moi qui est le premier entre guillemets à la rédac qu'il a eu entre les mains. Donc oui, effectivement, comme l'a dit Val auparavant, le jeu est d'une difficulté légendaire. D'une pour 2 gros points principaux qui sont d'une la barrière de la langue. Après ça c'est un autre problème. Ouais, moi de mon côté ça va pas, c'est pas trop le gros problème principal. Par contre ça c'est la difficulté des combats et de tout ce qu'il y a à gérer dans tout ce qui est dans les menus, toutes les armes, etc. Toutes les compétences qui sont vraiment en gros faut vraiment prendre son temps, il faut vraiment bien comprendre le système pour pouvoir avancer correctement. Ce qui risque de plaire fortement aux gens qui justement aiment passer des heures dans les menus à rendre leur équipe aussi parfaite que possible et soigner le moindre détail, là ce sera même carrément obligatoire. Ouais, mais attention parce que en fait c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Ah oui, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que en plus de présenter un système de combat donc qui est loin d'être évident, d'accord, dans la mesure où ça change totalement de ce qu'on a l'habitude de voir, à part pour ceux qui jouent aux sagas depuis longtemps, qui retrouveront un peu leur marque. Dans la mesure où on récupère le système de combat habituel à la série, on récupère par là même le côté idée, enfin le côté learn, le côté apprendre des techniques en cours de combat à force d'utiliser des armes. Donc comme dans Saga Frontier 2, qui vient de Romancing Saga 2. Qui vient déjà de Romancing Saga 2. Autant pour moi. Tout à fait. Et on retrouve également la possibilité, en s'acharnant par exemple sur un même ennemi et en lui faisant que des coups spéciaux par exemple avec plusieurs personnages différents, de faire des combos, de faire des attaques à plusieurs, des trucs de ouf et tout, et voilà, et donc ça défonce, mais il y a énormément de paramètres à prendre en compte. Tout d'abord, chaque arme a une résistance particulière, c'est-à-dire c'est un peu comme, pour vous donner un exemple que vous pourrez comprendre... Avec les profiles, un petit peu les armes qui pètent au bout d'un moment. Dark Cloud plutôt quoi. Dark Cloud, effectivement, Dark tout à fait. Cloud. Dans le sens où on se retrouve vraiment... Ou Vagrant aussi, ouais, tout à fait. Où on se retrouve dans la merde si jamais on n'utilise pas avec parcimonie ces armes. Là c'est la même chose. C'est-à-dire que, outre les armes, donc, on a la possibilité d'équiper avec chacun des persos, donc rappelons-le, il y a 8 héros, donc 4 féminins, 4 masculins, qui ont chacun une quête différente, mais qui vont se retrouver, il y a des systèmes de crossover. On retrouve ici la diversité des quêtes qu'il y avait dans le premier Saga Frontier. Dans toute la série en fait. De toute façon c'est toujours le même système. Je sais pas si t'as joué aux épisodes sur J'avais joué à certains mais pas en entier. Voilà, sur Super Nintendo c'était déjà le principe, à savoir ce principe d'avoir une multitude de héros qui viennent de 4 coins de la Terre et qui ont chacun un rôle complètement des défini compétences, des statuts, des origines différentes et qui à un moment vont se retrouver pour combattre un même ennemi. Voilà, c'est le même principe, de toute façon c'est l'adaptation
en tout point du premier épisode, sauf que évidemment il y a l'évolution l'évolution des graphismes, l'évolution technique aussi, et donc quelques petites surprises dans le système de combat qui n'existaient pas dans le premier, enfin dans l'épisode de l'époque, donc en 1992. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre? On peut ajouter... Moi j'ajouterais juste une petite chose par rapport en fait quelque chose qui m'a gêné moi fortement dans le jeu, c'est le fait qu'on ne puisse pas gérer la caméra. Bon, ça c'est le plus gros point. Voilà, c'est le plus gros point noir du jeu. Le deuxième point noir du jeu, c'est que il est extrêmement difficile. Voilà. Donc, comme tu disais tout à l'heure, même en termes de gestion, c'est ouf. C'est-à-dire, il y a un nombre de paramètres à prendre en compte, c'est absolument hallucinant. Jusque sur la carte, c'est-à-dire que pour aller dans certains endroits de la carte, pour débloquer certains endroits, vous devez apprendre des skills, des maps, donc comme le saut, comme fureter dans les coins et tout pour trouver des portes cachées, etc. Donc si jamais vous prenez pas tout en compte, c'est la mort assurée, quoi. C'est-à-dire que non seulement vous allez bloquer, mais en plus vous allez vous faire rétamer au combat, parce que il faut absolument réfléchir avant chaque combat. Il faut bien placer ses personnages pendant les combats. Beaucoup de stratégie, donc. Voilà, énormément de stratégie. Et c'est complètement déstabilisant de toute façon. Voilà, Romancing Saga, c'est une série connue. Enfin, Saga, c'est une série connue pour justement son côté extrêmement déstabilisant, un peu ovniesque dans le milieu du RPG, d'une difficulté légendaire comme tu disais tout à l'heure. Et là, Minstrel Song, donc dépareille pas. En tout cas, voilà, c'est un excellent jeu que je vous recommande absolument. Donc moi, j'ai fait le test donc pour Gameplay RPG. Vous pourrez le lire donc dans le magazine. Et j'ajouterais juste une petite chose, c'est que c'est un des rares jeux Square qui ne propose pas de cinématique d'intro, mais qui propose une cinématique en 3D temps réel. C'est ça, et là c'est est super sympathique. Exactement. Voilà. Là c'est la fin de la vidéo. Donc Romancing Saga, excellent jeu. Romancing Saga, et je laisse la parole tout de suite à Jay qui va vous en dire ce qu'il en pense. Bon alors, globalement, là la vidéo qu'on vous a montrée, donc c'était plus ou moins une présentation globale du jeu, à savoir donc Romancing Saga Minstrel Song, c'est une adaptation, une conversion plutôt, un remake plutôt, voilà, je cherchais le mot, du premier épisode donc qui était sorti à l'époque en 1992 si je ne m'abuse, et donc on reprend les mêmes, on prend les mêmes, on recommence. Il y a quand même quelques petites différences au niveau du design, par exemple le capitaine Hawk qui était un jeune et faible, maintenant est un vieux briscard pirate, etc. dans cette nouvelle version. Graphiquement évidemment ça n'a plus rien à voir, on peut pas comparer donc un jeu 8 bits avec la qualité actuelle, la 3D et autres, donc c'est beaucoup plus beau, la musique déboîte tout, il n'y a rien d'autre à dire, c'est extrêmement dépaysant, une vraie invitation au voyage, mais extrêmement difficile d'approche. Voilà, donc si vous avez lu le magazine, vous avez pu constater que je le recommande qu'aux gens qui justement ont des notions de japonais, ou d'attendre une éventuelle version US qui est déjà annoncée d'ailleurs. Alors c'est prévu sur PlayStation 2. C'est déjà sorti en fait. Voilà. Et c'est dispo au Japon. C'est dispo au Japon, absolument. Et je vous déconseille, si jamais vraiment vous n'avez pas de notion de Jap, d'y jouer, parce que vous n'aurez absolument vous ne percevrez aucune subtilité du jeu. 2, vous allez galérer à chercher pendant des heures, parce qu'en fait c'est plus un système de... Comment expliquer ? Disons que Romancing Saga, c'est avant tout des quêtes, donc tu pars en quête, etc. pour essayer de rendre service à des gens, mais tu dois aller dans des villes précises, parler à des gens précis pour qu'ils t'indiquent de nouvelles choses, etc. pour que tu ailles dans un autre endroit et autres. Donc si jamais t'as aucune notion de Jap, c'est mort. Alors comme tu me marques dans le papier, alors je vais vous le lire, hein, histoire de vous dire un petit peu ce que j'aurais dû dire normalement. Donc une réalisation qui bute les yeux, une musique qui défonce sa race et un plaisir de jeu bien plus important. Voilà, c'est ça. Ouais. Voilà ce que j'aurais dû vous dire. Donc je vais vous le dire simplement que c'est un bon jeu et que vous devriez vous le procurer si vous aimez ce type de jeu. Et une difficulté légendaire aussi. Voilà, mais une difficulté légendaire, donc qui, outre l'accessibilité donc due justement à tout ce côté japonais, il y a une vraie difficulté du jeu, c'est-à-dire c'est pas adressé aux newbies du RPG, il faut avoir fait ses classes comme on dit, le système d'armes, etc. Il faut tout prendre en compte dans ce jeu si tu veux pas mourir, et donc voilà, je le recommande, mais vraiment qu'aux gens qui maîtrisent le Japon. Alors essayez-le avant de l'acheter, si c'est possible évidemment. Ce qui est difficile sur ce genre de jeu. Hein. Ça va être difficile, surtout que c'est en import. Allez, Jay, tu nous présentes le lancement de la prochaine vidéo dans les tests Jap, toujours. Donc on va parler de Wild Arms 4. Allez, on envoie la vidéo.
Wild Arms 4. Donc l'intro. Alors je vous ai pas montré on va pas commenter le gameplay, on va simplement, parce que moi j'avais envie qu'il y ait des belles images quand même, et que Wild Arms 4 c'est pas que c'est moche, mais c'est pas terrible. Par contre, voilà, moi j'ai trouvé ce RPG excellent. Y a rien à dire. Enfin, je trouve vraiment très bon. Ah ouais. Ça n'a rien d'extraordinaire au sens propre du. Mais par contre, vraiment, je trouve qu'il y a une excellente ambiance, que vraiment on prend son pied, c'est que fun. C'est fun, et que le côté on a des mouvements en fait, tu vois, qui permettent de faire des trucs dans les décors quand même, etc. Et je trouvais ça super intéressant. Le système de combat qui change. Mais vraiment totalement de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, qui est une espèce de toile d'araignée avec donc des. Bah si, c'est un damier hexagonal. Voilà, un damier hexagonal, exactement. Mais sauf que donc tu peux placer plusieurs persos sur un hexagone quoi. Et en fait, quand par exemple les ennemis te frappent, ils frappent pas un seul de tes persos, ils frappent l'hexagone en entier. Et le truc qui est intéressant, c'est que justement, il faut vraiment faire attention à ce que tu fais, etc., te placer aux bons endroits, et que chaque il y a des hexagones de couleurs qui correspondent un petit peu aux forces élémentales, et c'est super intéressant, quoi. Par contre, c'est dur. Par contre, c'est pas donné à tout le monde, mais par contre, j'ai trouvé très intéressant justement le côté dans la progression, etc., qu'ils ont vraiment développé dans tous les Wild Arms. Un très bon Wild Arms à mon sens, et je vous le conseille vraiment. Wild Arms 4, donc disponible au Japon, bien évidemment sur PlayStation 2. On a l'impression qu'il n'y a que cette machine en fait. Bah, écoute, en fait, c'est pas. Disons qu'il faut comprendre que, surtout arrivons à la fin de l'exercice fiscal japonais, il faut quand même des rentrées d'argent. La PlayStation 2 a le parc console le mieux établi au monde, outre bien évidemment la GBA, mais bon, on va plus en parler. Et donc, sortir un jeu sur PlayStation 2, ça signifie des ventes. Tout à fait, donc c'est à moins de risques. Concrètement, c'est moins de risques, effectivement. C'est-à-dire, sortir un jeu sur GameCube, tu peux avoir le côté, effectivement, il y a tellement peu de jeux excellents que dès qu'il y en a un qui va sortir, tout le monde va se ruer dessus. Exemple, Baton Kaitos en Europe et Resident 4 en Europe également. C'est-à-dire qu'il y a tellement peu de titres que même un jeu comme Tales of Symphonia, qui est pourtant assez mauvais, arrive à se vendre. Vendu. D'accord. Voilà. Donc forcément, ne vous inquiétez pas, il faut prévenir nos téléspectateurs que le jeu est prévu bien évidemment en version US et en version Europe. C'est pas encore certain pour l'Europe, mais en tout cas on peut s'imaginer que ce sera le cas étant donné que les autres sont sortis en Europe. Donc la version US par contre c'est sûr. La version US c'est sûr, tout à fait. Donc ça sera plus facile qu'avec les textes japonais, etc. Absolument. D'autres infos, Jin? Oh, sur Wild Arms? Pas grand chose? Eh ben, pas grand chose. D'accord, tu nous présentes la prochaine vidéo alors. Allez, le lancement de la prochaine vidéo. Alors, tu la sais, c'est Phantom Kingdom. Phantom Kingdom. Donc, voilà, donc vous allez voir Phantom Kingdom. Allez, on envoie la vidéo. Alors, JV n'aime pas Phantom Kingdom. Pourquoi tu n'aimes pas Phantom Kingdom? Pourquoi je n'aime pas Phantom Kingdom? Là, c'est simplement question de goût. Je dis pas que le jeu est mauvais, loin de là. Mais j'accroche pas au design. De toute façon, depuis Nippon, enfin tout ce qu'a fait Nippon Ichi en général, Disgaea, Phantom Bride. En fait, c'est le design en lui-même que j'aime pas. L'humour potache, bon, je vais pas dire que ça m'a pas fait marrer, mais bon voilà, j'accroche 2 minutes et sans plus, tout simplement quoi. Toi, t'en penses quoi, Val? Bah moi, j'étais pas très engageant pareil sur le design, mais il y a tellement des subtilités dans le gameplay qu'on retrouve, enfin une évolution du même type de jeu en fait depuis Disgaea et même la pucelle avant. Je veux dire, Nippon Ichi ils sont en train de simplement juste de révolutionner le tactical depuis quelques années et que dire à part que si on aime les tacticals, il faut jouer à ça parce qu'il y a des histoires excellentes, des systèmes vraiment originaux qui vraiment changent les habitudes des joueurs. Et surtout, ça c'est assez. Surtout c'est supra débile quoi. Ah oui, je veux dire, surtout Phantom Kingdom, mais là tu joues le rôle d'un mec pourri qui est plus ou moins réincarné en bouquin quoi.
Donc voilà. Ensuite, bon, moi j'ai un truc à dire quand même sur la série la série. Ça n'est pas la suite de Phantom Brave, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, mais c'est un jeu à part, donc qui reprend simplement le nom de Phantom, donc. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui m'énerve moi chez Nippon Ichi, c'est que j'ai l'impression qu'ils évoluent pas, c'est-à-dire qu'ils font un peu évoluer ils font un peu évoluer le gameplay. Donc à chaque fois on se retrouve avec un tactical donc qui est super marrant à jouer, super fun, etc. avec d'excellentes idées, notamment quand tu synthétises tes personnages, etc. Là on peut carrément déplacer des bâtiments, il y a des mecs qui sortent des bâtiments, enfin c'est n'importe quoi tellement c'est extravagant, les coups spéciaux c'est n'importe quoi aussi, c'est bourré d'humour débile et potache, tant mieux d'ailleurs, mais il y a un truc qui me dérange un petit peu, c'est que j'ai l'impression que bah voilà, Nippon Ichi a trouvé sa voie en fait. Bah voilà, puis ils arrêtent ils font que des tacticals qui sont tout le temps pareils. Bon, c'est vrai qu'on peut reprocher que l'évolution visuelle soit pas vraiment flagrante. On s'en fout du visuel à la limite, parce que c'est vrai que c'est ultra moche et ça n'a rien à foutre sur PS2, soyons clairs. Mais à la limite, on s'en fout de ça. Bon, enfin bon, voilà, donc Phantom Kingdom qui va sortir cet été aux États-Unis et qui est sorti donc au Japon. On vous le conseille si jamais vous aimez le style. C'était la vidéo de Phantom Kingdom, donc bien évidemment prévu sur PlayStation 2, même pas prévu puisqu'il est dispo au Japon. Prévu en Europe ? Oui, prévu en Europe. Alors oui, ça c'est la bonne nouvelle justement, c'est que c'est prévu en Europe, dû à Phantom Brave, donc qui est sorti il y a quelques mois et qui s'est plutôt bien vendu. Donc apparemment, le fait qu'on ait fait une couve dessus, le fait qu'on ait vraiment mis en avant ce titre, a porté ses fruits puisque effectivement Phantom Kingdom va sortir en Europe, entre autres grâce à vous, lecteurs de Gameplay RPG. Parce qu'il y a une demande. Parce qu'il y a une demande, et puis parce que dû à la collaboration que j'ai eue avec Koei sur Phantom Brave, ça a porté ses fruits justement. Donc oui, c'est intéressant. Très bien. Donc je crois qu'il y a un petit problème au niveau technique dans ce jeu. Ouais, c'est même plutôt moche. On va dire ça comme ça. C'est même très très moche. Mais l'intérêt n'est pas là, comme d'habitude. Donc c'est un jeu de Nippon Ichi, donc qui se concentre sur le gameplay exclusivement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire sur ce jeu de négatif, si ce n'est que on commence à sentir un petit peu la répétition chez Nippon Ichi. Ils restent dans leur carcan TRPG en faisant évoluer un petit peu le gameplay. Donc là, en l'occurrence, dans Phantom Kingdom, on peut carrément déplacer des bâtiments, des objets. Avant, on pouvait synthétiser simplement des personnages avec des éléments du décor. Là, maintenant, c'est carrément les bâtiments. On peut transporter des bâtiments sur un autre point de la surface de bataille, histoire qu'il y ait des unités qui en sortent, etc. Donc il y a quand même quelques petits changements. C'est toujours donc là il y a le grand retour de l'humour qui manquait un poil à Phantom Brave. L'humour qui avait vraiment été développé dans Disgaea, c'est toujours aussi extravagant. Les coups spéciaux sont toujours aussi extraordinaire. Il a été noté sur le magazine 7,5 sur 10. Non, il a eu 8 sur 10. 8 sur 10, d'accord. Ouais, tout à fait. Il a eu 8 sur 10 parce que Fabien... Ce qui est une très bonne note, hein, donc oui, ça veut dire quand même qu'au niveau qui a testé le jeu, c'est vraiment éclaté. Voilà. Il a dit que vraiment, effectivement, la réalisation, c'est mauvais. Mais par contre, il s'est éclaté sur le jeu et c'est bien ce qui compte dans un jeu vidéo. Très bien, là c'est Jin qui va être au JV. Alors c'est Jin ou c'est JV en fait ? Normalement, c'est Jin pour le magazine et JV pour les intimes. Ah, d'accord, ok. Donc Jin JV va être content puisqu'on va voir maintenant la prochaine vidéo. Il a plein de choses à nous dire dessus. Voilà. Tu nous la présentes ? Donc voilà, vidéo de Shining Force Neo. Donc voici Shining Force Neo, que j'attendais de pied ferme en tant que fan donc, de Shining Force. Donc là vous pouvez voir donc, la cinématique qui a été réalisée par le studio 4C, qui est le responsable de, si je me trompe pas, Spriggan, je crois que je l'ai même déjà dit dans mon test. Exact. Donc là-dessus il n'y a rien à dire, c'est une très bonne intro. Excellente musique aussi. Excellente musique. Donc d'ailleurs dans tout le jeu, hein, franchement au niveau musical ça s'est vraiment bien défendu. Par contre au niveau gameplay c'est autre chose, mais c'est sûr que ça c'est un revirement total. Donc dans cette intro, donc c'est une présentation générale de tous les persos de l'univers donc de ce Shining Force Neo. Pour revenir donc malheureusement au jeu, au gameplay, comme vous allez pouvoir voir sur la vidéo, Shining Force n'est plus Shining Force.
dont le Neo, voilà pourquoi. Ça reste malheureusement maintenant plus. Déjà, la première fois qu'on a vu des choses dessus, on commence à flipper. Hein. Ah oui, complètement. On a vraiment flippé. On s'est dit, mais c'est quoi le truc? Comment ils massacrent la série? Qu'est-ce que c'est que ce plus proche truc? des Shining Soul sur GBA que des anciens Shining Force sur Mega. Entre autres, Exactement, mais à ouais, chaque fois qu'ils ont fait des action RPG avec Shining, c'était de la daube, quoi. C'était pas C'était ça. naze. Même si, dans Shining Soul, d'accord, le personnage du dragon, je suis fan. Et je veux une figurine. D'ailleurs, si jamais il y a un lecteur qui m'aime bien, envoyez-moi une figurine ou une peluche, d'accord, du dragon dans Shining Soul. J'adore. Bon, allez, vas-y, on continue. Après, donc malheureusement, Bon, après cette. Là, c'est du dungeon RPG, soyons Ouais, clairs. c'est du dungeon RPG, oui et non. Parce qu'on évolue sur une carte comme dans un RPG classique, enfin comme dans un action RPG plutôt, mais la carte en elle-même, par exemple les plaines ou les forêts qu'on traverse, ont toujours l'aspect aussi de donjon. Donc c'est vrai, il y a toujours le système de donjon, mais ça ne nous empêche pas de rester dans un donjon au sens propre du terme, c'est-à-dire vraiment de se balader dans la nature aussi. Bah, il y a un côté Diablo, quoi. Voilà, il y a un côté Diablo. C'est-à-dire avec un village auquel tu reviens, etc. Voilà, exactement. Parce qu'il y a, en fait, D'ailleurs, c'est pas le point vraiment négatif du jeu, à savoir que quand tu te barres vraiment très loin, voilà, que tu dois exactement. tout Parce que ce retaper qu'il faut pour savoir, revenir. c'est que bon, il y a plusieurs villages dans le jeu, mais en fait, il y a que 3 grosses villes où on peut vraiment revenir pour acheter des armes, pour améliorer ses capacités machin, ouais. et pour sauvegarder. Bon, pour sauvegarder, on peut trouver des points de sauvegarde un peu partout. Mais sinon, vous allez pouvoir traverser quelques petits villages, mais ils servent à rien par pour sauvegarder ou discuter, voir un peu l'évolution du scénario qui reste très basique, qui reprend certains points du scénario du premier Shining Force, parce que le héros s'appelle Max, comme dans le premier Shining Force. Vous affronterez votre frère jumeau qui s'appelle... j'ai oublié... La honte. Je sais plus comment il s'appelle. Bon, peu gros trou importe. de mémoire. Enfin bon, il est passé pareil que dans le premier Shining Force. Vous retrouvez des persos du premier Shining Force comme Adam, qui est un robot venu du futur. Enfin bon, je vais pas vous raconter toute l'histoire, bon, c'est pour ceux qui veulent faire quand même le jeu. J'ai pas tout vous spoiler. Bon, c'est quoi le point le plus négatif? Le point le plus négatif, Un gameplay bordélique. Enfin, c'est moi, un à mon gameplay sens. ultra méga bordélique. Vous passez le plus du temps à jouer à Où est Charlie, parce que par contre on retrouve pas son perso. C'est ça le truc, c'est des fois il y a tellement d'ennemis à l'écran. C'est voilà. Et il est dur en plus. Et en plus il est dur. Et en plus l'ordinateur quand il veut gagner, il gagne. Il vous en D'accord. fout plein la gueule. Ça c'est D'accord. clair et net. C'est ça donc voilà les gros points noirs du jeu. À partir de là, si on prend comme une sorte de Diablo-like, le jeu n'est pas mauvais, il est même plutôt complet, sympathique à jouer. Mais si vous le voyez en tant qu'un Shining Force, voilà, c'est pas la peine. Vous pouvez Voilà. laisser tomber quoi. D'où les 2 notes, hein. Enfin, on précise. Voilà, d'où les 2 notes. C'est pour ça que C'est pas que le jeu est ultra mauvais, sa mère, du tout. et C'est que là la note et qui se donc, prend 0 comme ça, c'est que simplement il se prend 0 parce que on est fan de Shining Force, et il se prend 8 quand même. Voilà, ouais, Parce tout à que fait. c'est un très bon Diablo-like, et que si jamais vous aimez le style, vous trouverez certainement votre compte, d'autant Voilà. que il y a un univers manga sympa. Je l'aurais mis- en plus, voilà. je crois que j'aurais peut-être mis 9 si le jeu avait eu un mode online. Je crois qu'en plus le jeu aurait eu un mode online, ça aurait vraiment augmenté la durée de vie du jeu, ça aurait créé un nouvel univers, enfin l'univers aurait été encore plus vaste, plus intéressant, etc. Bon après, faut pas non plus trop rêver. On peut noter que techniquement, c'est pas vraiment à la hauteur du support, et on peut regretter aussi cet aspect-là. Oui, non, parce que Un petit peu limité, on a le droit le- d'attendre, surtout pour une grosse licence comme ça, quelque chose de plus travaillé. ça au dépend, niveau ça visuel. dépend des endroits en fait. Le début du jeu effectivement n'est pas exceptionnellement beau, mais par contre il y a des endroits où on passe où franchement c'est loin d'être dégueulasse si je puis dire. Bon après voilà, c'est que c'est un coup c'est complètement inégal. Un coup c'est beau, un coup c'est moche. Bon, on a du mal à comprendre le truc. Voilà, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre de plus? L'histoire donc reste assez basique, l'univers. Bon, bref, donc Shining Force Neo, c'est une déception pour les fans de la c'est une série. déception. Pour les Ça gens reste- pour les gens qui ne connaissent pas encore, qui ne connaissent pas Shining Force, qui n'ont vraiment jamais fait Shining Force, ils peuvent très bien essayer le jeu. Voilà. Ils pourront s'éclater Et avec. pour ceux qui aiment les Diablo-like, putain, j'ai du mal, Ouais, et mais- les dungeon RPG, ça peut représenter un bon investissement. Ah ouais, là tout à fait par contre. Ouais. D'accord, bon voilà. Donc vous avez notre verdict. Voilà, c'était la vidéo de Shining Force Neo, un jeu apprécié par Jin JV. Oui, alors donc Shining Force Neo, donc je pense que les lecteurs réguliers du magazine savent que je suis fan de cette série, et donc j'attendais de pied de ferme ce nouveau Shining Force, donc appelé Shining Force Neo. Alors, PlayStation 2, PlayStation et c'est 2, actuellement disponible au Japon. Actuellement disponible au Japon, c'est ça aux États-Unis prochainement, si je me trompe pas. Il y a même une version européenne qui va être prévue normalement. Donc le premier problème, si je puis dire, donc de ce nouveau Shining Force, c'est à savoir que donc c'est plus du tout un tactical RPG. Bon, je pourrais même pas dire que c'est un action
RPG, puisque c'était un Diablo-like. Donc c'est un dungeon RPG. C'est un dungeon RPG, mais l'intérêt c'est qu'on passe pas non plus son temps que dans du donjon, on traverse des plaines, enfin on avance comme dans une carte du monde, comme un action RPG plutôt classique, mais on a un côté ultra méga bourrin. Ce qui était pas du tout le cas des autres Shining Force, où on se retrouve à des moments complètement perdus tellement il y a de persos à l'écran, enfin on passe notre temps à appuyer sur le bouton et à rien faire, limite on pourrait même plus regarder l'écran pour laisser passer le temps. Donc techniquement le jeu est très bon, c'est très joli, très varié au niveau des décors, les musiques sont sympathiques. Je suis pas vraiment d'accord, mais enfin. Vas-y Jay, je t'en prie. C'est la libre expression dans cette émission. Non, je suis pas vraiment d'accord. Techniquement, le jeu n'a rien d'exceptionnel, mais vraiment rien d'exceptionnel, quoi. Et puis avec une vue. En comparaison de quel jeu, par exemple ? Non, mais enfin, avec justement, je poursuis avec une vue, tu sais, en 3/4, comme dans un Diablo. Il y a rien d'extraordinaire à faire ce type de graphisme, quoi. Bah rien d'extraordinaire, comme les décors sont quand même plutôt sympathiques, quoi. Enfin, ça reste super basique et super basique. Non, on va pas débattre. Vas-y, je t'en prie, on est là pour ça. Vas-y, c'est la contradiction est plutôt intéressante. Attends, pourquoi t'es pas d'accord ? Je suis pas d'accord parce que j'ai joué au jeu plus longtemps que je suis allé plus loin que Jay. Ça, c'est une évidence. Voilà. C'est toi qui as testé le jeu, donc voilà. Putain donc intérêt. C'est pour ça, je peux dire quand même que bon, les décors sont variés, etc. Non, mais c'est pas une question de variété. Là, on est en train de parler d'une question technique. Techniquement aussi, des choses qui sont très jolies à des moments précis du jeu, etc. Ouais, j'ai pas vu. Toi, je t'ai vu jouer et j'ai rien vu d'exceptionnel. À des moments précis du jeu, c'est-à-dire que tout le jeu n'est pas entier. Il y a pour avancer dans l'histoire, donc on arrive à des endroits précis pour continuer le scénario, et à ce moment-là, donc on découvre des environnements qui sont plus travaillés, etc. Non, mais en fait, de toute façon, on s'en fout. Enfin, techniquement, c'est pas ce qui compte. Voilà, le jeu en lui-même, après, du point de vue du gameplay. Donc revenons sur le gameplay, donc qui est totalement changé, qui est ultra bourrin, très poussif. C'est du Diablo, voilà, c'est clair et net. Alors pour les personnes qui apprécient Diablo, sans doute vous y trouverez votre compte. Donc quelque chose qui est vraiment un très bon Diablo-like. Par contre, pour ceux qui sont comme moi, qui attendaient vraiment un Shining Force, vous pouvez tout simplement passer votre chemin. Voilà, parce que vous serez vraiment très 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 déçus. Surtout si vous repensez un peu à Shining Force 3 qui était sur Saturn avant, qui était pour moi le summum de Shining Force, avec des musiques qui étaient géniales. Enfin, ce jeu est exceptionnel, voilà, tout simplement. Et là, sur Shining Force Neo, c'est absolument plus rien à voir. Donc c'est une grosse déception en tant que fan. Après, ceci dit, justement, tu parlais des musiques, même si c'est pas ça coup. Les musiques sont mortelles. Oui, les musiques Neo sont vraiment mortelles. Voilà. Et tu disais que une personne qui aimait les Diablo-like qui trouverait son compte, je suis pas d'accord non plus, dans la mesure où Diablo c'est quand même une ambiance. Là c'est une ambiance manga à la con, d'accord. Là, faut bien le préciser. Là, si Ike entendait ça, il serait pas content. C'est pas de sa faute s'il aime pas les bons trucs, hein, si je te dis. Donc je parle pas au niveau de l'ambiance quand je dis Diablo-like, je parle juste du gameplay en lui-même. Donc du gameplay, c'est-à-dire que on y va, on va se taper du donjon et on va friter du gros méchant sans arrêt. Et après il y a le système donc de tout ce qui est équipement, récupérer des items rares, etc. Aller voir le forgeron pour personnaliser son arme, augmenter ses points de capacité. Dans le système alors. Ouais, dans le système. D'accord, dans le système. En tout cas, le débat est lancé. Si vous désirez intervenir et nous donner votre point de vue, vous avez une adresse email qui vous permet de nous contacter, rpg@fjmpublication.com. Gameplay RPG, tiens j'avais oublié gameplay devant. Gameplay RPG @fjmpublication.com. On va clôturer les tests Jap et on va passer aux tests US, Jay. Voilà, tout à fait. Maintenant c'est bon, on a fini les tests Jap, donc passons aux États-Unis. D'accord, donc on a 2 jeux, c'est ça ? Ouais, tout à fait. Ouais. Donc tu les présentes en quelques mots avant qu'on regarde d'abord la première Très vidéo. rapidement, donc Samurai Musashi Legend qui est pas encore sorti au Japon, donc qui est la suite entre guillemets de Musashiden, vous allez comprendre pourquoi, et Digital Devil Saga, donc qui est le nouveau Shin Megami Tensei qui était déjà sorti au Japon, dont le 2 est sorti il y a pas très longtemps et qui vient de sortir aux États-Unis. Donc Musashi Samurai Legend, c'est la première vidéo que je vous propose de regarder. Donc après un premier épisode qui était vraiment très bon, un excellent action RPG donc sur PlayStation, bref, Answer Musashiden, on attendait de pied ferme, on va dire, c'est Samurai Musashi qui nous faisait très très peur quand il a été dévoilé, donc il me semble, si mes souvenirs sont exacts, au dernier E3, donc l'an dernier. Ça a été la surprise d'ailleurs du salon, enfin chez Square Enix sur le en tout cas. de Square Enix, oui. Exact, et on attendait de voir quand même ce que ça allait donner, parce que les premières photos étaient pas super
réussie et engageante. Ouais, c'est clair on que. savait vraiment pas comment le gameplay allait être retourné, donc. Exactement. Bon, on avait l'impression vraiment que c'était un DA. Donc, ce qui est confirmé d'ailleurs par l'excellente intro du jeu, parce que c'est un super DA. Par contre, la musique, elle pue, mais grave. Ouais, une espèce de truc à la surfeur mes couilles. Et vraiment, bon, voilà, c'est quand même assez dommage dans la mesure où ils auraient pu faire un truc vraiment avec une putain de musique. Oui, mais musique d'intro, faut pas oublier non plus que le jeu d'abord est sorti aux États-Unis. Tout à fait, il est sorti d'abord aux États-Unis, il n'est pas encore sorti au Japon d'ailleurs. Voilà, et donc il se tourne d'abord avant tout un public assez jeune américain et tout à fait. La musique. Tout à fait. Par contre, dans le gameplay même, donc c'est quand même relativement une bonne surprise. C'est pas un jeu qui laissera un souvenir impérissable dans la mesure où il est pas aussi réussi Brave Fencer Musashiden, il faut pas déconner. Mais il y a quand même des idées intéressantes. Peut-être manque de coups, peut-être une ambiance pas assez travaillée. Enfin, je sais pas, il manque quelque chose à ce jeu. Forcément, il va forcément décevoir beaucoup parce que beaucoup avaient aimé le premier épisode et la richesse qu'il proposait avec notamment les 2 armes du héros. Et c'est vrai que tous ceux qui s'attendaient à avoir un gameplay à peu près similaire ou avec des idées du même acabit vont être forcément déçus. Exact, puis en plus en 3D. Attention, par contre, c'est super beau. C'est clair. C'est du DA, quoi. C'est le shading, mais avec un style vraiment très particulier. Exactement, là, ça m'a fait la même impression la première fois que je l'ai vu tourner que quand j'avais vu Rayman 2 à l'époque sur N64 et sur Dream. Et ça m'avait vraiment donné envie. D'y jouer à l'époque, et là je dois reconnaître que je me suis quand même pris une baffe. Par contre, vraiment au niveau du gameplay, il y a des petits soucis au niveau des combats, pareil, des petits soucis. C'est un peu limité, quoi. C'est assez limité, et puis voilà, comme tu disais, JV, c'est quand même adressé à un public relativement jeune et américain. Voilà, tout à fait. Mais attention, pas à tout le monde. Par contre, c'est assez dur, donc paradoxe. C'est assez dur et ouais, mais quand on est jeune on est plus hargneux, donc on n'abandonne pas comme ça. Il y a pas mal d'îles, enfin il y a 5 îles, il y a un truc comme ça je crois, avec pas mal de niveaux à l'intérieur, mais je sais pas, ça ressemble à un jeu à l'ancienne, mais pas avec le même gameplay qu'un jeu à l'ancienne. Voilà, en fait, le défaut, quoi. C'est plus des l'idée, mais qui sont pas poursuivis après dans le développement. Exactement. Par contre, les fans de FF7 donc vont être aux anges parce qu'il y a une certaine analogie et dans le design pour commencer, et ensuite dans certaines phases, il y a des phases genre un combat à moto, etc. ça fait vraiment penser à FF7. Il y a pas mal d'analogies donc à FF7, et un design intéressant je trouve, mais voilà, Samurai Musashi c'est quand même une déception. Voilà, l'un des rares jeux qui est d'abord sorti aux États-Unis, qui va sortir après au Japon. Exactement. Donc je vous redonne le titre, Musashi Samurai Legend, et je laisse la parole à Jay qui va nous en parler plus précisément. Voilà, brièvement, souvenez-vous d'un jeu qui était sorti donc sur PlayStation, qui s'appelait Brave Fencer Musashiden, qui était un très bon action RPG, très mignon, une très bonne ambiance, vraiment un très bon jeu. Donc on attendait avec impatience cette suite entre guillemets, et là on a quand même été relativement déçus. Attention, on n'a pas dit que c'était un mauvais titre, loin de là, c'est un très bon action RPG qui a eu 7 sur 10. Voilà, qui a eu 7 sur 10, mais qui est bourré de défauts, et qui surtout a le malheur entre guillemets d'avoir pris une direction musicale assez étrange, et je sais pas, moi je trouve que ça sent le produit non fini, le produit sorti à la va-vite. Et un peu inspiré d'un jeu que tu adores. Un peu inspiré d'un jeu que j'adore, oui, tout à fait, FF7. Voilà. Tout à fait, ouais. Donc t'as là, senti une certaine inspiration en fait dans ce jeu. Absolument, c'est vrai qu'on a senti vraiment une inspiration pour plusieurs phases, même pour le design général. Je veux dire, on sait tous que c'est Nomura, donc. Et là, on est un peu en opposition avec le débat qu'on a fait juste avant, puisque là, le jeu est très très beau, mais très ennuyeux. À l'inverse d'après ce que j'ai entendu tout à l'heure, il est pas très ennuyeux, mais il aurait pu être beaucoup plus bossé. Si tu veux, le problème, c'est que là, on arrive à une licence, comme Musashi. Donc on attendait vraiment une suite très réussie, et finalement le premier est tellement bon par rapport à celui-ci qu'on est toujours déçu. Voilà, oui. C'est un peu comme les numéros 2 des films. Voilà, etc. Alors que par contre, oui, il est magnifique, c'est un DA quoi. Mais je pense qu'il est plus, comment dire, tourné pour un public assez jeune. Je pense. Le problème en fait, c'est que ça manque de travail. Enfin, il y a pas assez de coups, il y a pas. Enfin, ouais, ça c'est vrai. C'est pas limité. Hein. C'est assez limité, voilà, exactement. C'est le terme que je cherchais. Très bien, je crois qu'on a tout dit sur ce jeu.
Rien d'autre à rajouter, messieurs? Bah rien de spécial, allez lire le test de Clem dans le mag ou alors regardez les vidéos donc qui sont sur le DVD. Je rappelle évidemment qu'en plus de cette émission de télé, vous avez d'autres vidéos au sein du magazine multimédia dans la deuxième partie de ce DVD. Donc ne vous gênez pas et allez surfer sur ce deuxième magazine pour découvrir d'autres choses. On passe tout de suite à Digital Devil Saga, qui est aussi un test US, et je vous propose de regarder la vidéo. Donc j'ai hésité à vous mettre du gameplay et puis finalement j'ai opté pour l'intro, trailer, parce que ça en montre suffisamment, donc sur l'ambiance, parce que Digital Devil Saga, donc c'est un titre d'ambiance avant tout. Un RPG d'ambiance qui reprend donc l'univers de SMT, donc Shin Megami Tensei, et donc qui se passe dans un cadre apocalyptique à mort, avec des monstres au design très étrange. C'est toujours signé Kaneko, donc voilà. Donc est-ce que vous avez eu l'occasion de jouer à des DS? Bah, j'ai pas joué à cet épisode-là, mais je connais à peu près la série des SMT, notamment grâce au dossier qui avait été publié il y a quelques mois, qui était très complet. Et là, écoute, cet épisode-là a l'air de pas dépareiller du tout. Quoi qu'on dise certains. Qu'on dise certains, mais bon. Les détracteurs, qu'ils aillent se pendre. Le jeu a l'air de rester exactement dans l'ambiance assez, comme tu disais, apocalyptique, un peu biblique, je dirais. Donc il y a une ambiance très, comment dire, éthérée. On dirait que c'est un monde où les personnages n'ont pas vraiment de prise sur leur environnement. Ils ont l'air toujours très détachés, un design qui correspond à cette idée-là. Bon, écoute, tant que j'ai pas eu le jeu entre les mains, je peux pas trop en juger, donc moi l'espèce de design cel shaded comme ça me plaît pas mal. Je trouve ça assez fin. Et écoute, après, si le scénario suit, ce qui ne m'étonnerait pas, et si le gameplay suit aussi, s'il reste dans la lignée des autres épisodes, le scénar n'a rien d'exceptionnel, mais tout est basé sur l'ambiance. Je vous le dis vraiment, c'est un jeu d'atmosphère. Si jamais vous cherchez un RPG, donc bien prenant, que vous n'avez pas peur des designs très étranges, et que vous aimez la série Shin Megami Tensei, que vous avez apprécié Nocturne, sachez donc que Digital Devil Saga est pour vous, quoi. Voilà. Plus grand chose à dire, c'est la fin, la vidéo. Excusez-moi parce que j'ai reçu un petit SMS. Ah oui, c'est pour aller jouer au golf la semaine prochaine. Rien d'important. Donc c'était la vidéo de Digital Devil Saga. C'est sur PlayStation 2. Date de sortie, c'est dispo. Et c'est un RPG très original. Voilà, tout à fait. Donc je t'en prie, Jay, tu peux... à moins qu'on a clôturé, on passe tout de suite à testeur. Tubird a été tellement long depuis le début que... Écoute, par rapport à ce qui a déjà été dit dessus dans le magazine, c'est pas la première fois qu'on en parle non plus. Donc ça se passe encore dans l'univers de SMT. Donc Digital Devil Saga, c'est très classique, quoi. C'est du gameplay SMT, c'est de l'ambiance SMT, voilà. Donc c'est peut-être le principal reproche qu'on pourrait lui faire, mais si jamais vous aimez la série, allez-y, hein. Allez-y gaiement, quoi. Surtout c'est une série qui est très peu connue en France, donc. D'ailleurs, à ce propos, ça tombe bien que tu parles de France, parce que excellente nouvelle, mes amis, Nocturne, donc Shin Megami Tensei 3 sort en France chez Ubisoft, et donc s'appellera Lucifer's Calls, et qui sort donc a priori fin mai, voire début juin. Donc on en parlera dans le prochain numéro de Gameplay RPG, et d'ailleurs à ce propos il y aura des surprises. Je ne vous en dis pas plus. Je crois qu'il t'a envoûté ce jeu. Ouais, il est envoûtant, enfin au niveau de... Mais là on parlait de Nocturne. D'accord. Tu reçois tes SMS et tout, c'est cool, mais on parlait de Nocturne. C'est vrai que j'étais en train de répondre à mon SMS, mais tu parlais bien de Digital Devil Saga. Non, mais de toute façon, voilà, l'ambiance... Voilà, d'après ce que tu m'as dit, l'ambiance de ce jeu, en tout cas, t'avait envoûté. Voilà, l'ambiance générale de la série, de toute façon, est envoûtante, ça c'est une évidence. Voilà. Après, on accroche ou pas à l'apocalyptique, sinon, si jamais vous préférez l'heroic fantasy avec des chevaliers en armure, etc., avec des épées, c'est clair que Digital Devil Saga, ça va pas vous plaire. Par contre, si jamais vous aimez bien l'ambiance apocalypse, si jamais vous aimez bien les démons torturés avec un design magnifique, toujours signé Kasuma Kaneko, donc allez-y, quoi. Allez-y une fois de plus.
Très bien, bah on va t'écouter, on va y aller tout de suite, mais juste après l'émission si tu veux. Donc voilà, donc il a été noté 7,5 sur 10 voilà, c'est un bon jeu quoi. Dans Gameplay RPG, donc plutôt une bonne note. Et ça va être la conclusion des tests US, puisqu'on va passer maintenant peut-être aux tests qui vous intéressent le plus, les tests euro, en tout cas ceux qui ont une machine européenne, puisqu'ils ne peuvent pas lire ni les jeux américains ni les jeux japonais. Donc, tout à fait, mais dans Gameplay, c'est pas les jeux qui nous intéressent le plus. Je sais, puisque le RPG est quand même très axé jeu japonais. Très Japon, voilà, exactement. Je vous propose de commencer avec la première vidéo des tests euro. Il s'agit de Hunting Ground et on se retrouve juste après. Donc moi déjà il y a un truc qui me perturbe en fait dans cette salle, c'est carrément la tête du mec, une espèce de portrait, genre c'est un amateur, tu vois, genre là on est en train de se déshabiller. Mais c'est un amateur. Voilà, c'est un amateur. C'est un amateur. Mais bon. C'est même le grand méchant de l'histoire, je dirais. Ah, je ne sais pas. Je le dis. D'accord. Voilà. Alors pourquoi tu le dis Parce que j'ai joué au jeu. D'accord, tu l'as fini peut-être. Pas fini, mais on s'en compte. Enfin, j'ai avancé assez rapidement et donc. D'accord. Alors tu sais que là, t'es en train de faire quand même un méga spoiler sa mère. Non, parce que quasiment dès le début, on le sait. Ah bon, d'accord. Voilà. Alors, si jamais on le sait dès le début, fantastique. Mais c'est vrai que le grand méchant, celui qu'on évite le plus souvent, c'est Debilitas. Ouais. Donc Pierrot, alias Pierrot. Alias Pierrot. Donc qui a été pas Del Pierrot, hein, Pierrot tout court. Hein, Pierrot, oui, bien sûr. Pierrot tout court, qui a été remodélisé. Voilà, non, qui a été modélisé tout oui, simplement. Voilà, c'est ça. Et qui exactement le même voile, même cerveau. C'est ça. Tout. Et qui poursuit Fiona, donc qui est l'héroïne donc d'Hunting Ground, à savoir Demento. Donc on va plutôt parler de Demento parce que voilà un gros plan sur ses seins. Voilà, c'est très sympa. Donc, Demento, bah vas-y, j'y vais. Alors, dis-moi ce que t'en as pensé puisque t'y as beaucoup joué. Eh bah, fort sympathique. Enfin, la première chose qui m'a le plus surpris, c'est que c'était encore un écran noir. Ah non, c'est bon. En fait, il n'y a pas de loading déjà dans le jeu. Techniquement, ils ont pris le moteur de Nimusha 3, mais amélioré, l'aliasing en moins, et ouais, comme je disais, pas un pet de loading. Alors ça, c'est le truc quand même que j'y m'attendais pas du tout. Très agréable. Ouais, vraiment super agréable au niveau du gameplay. Donc le système, vous attendez pas du tout à du Resident Evil ou quoi que ce soit. C'est vous passez votre temps à fuir, vous planquer derrière les portes, vous planquer sous les lits. Ah, il y a un truc qui est très sympa. Tu parlais de se planquer derrière les portes. Il y a un truc qui est très sympa, c'est qu'on peut fermer les portes. Oui, on peut. C'est-à-dire que quand Debilitas te poursuit, tu rentres dans une pièce par exemple et tu peux te planquer derrière la porte en la laissant ouverte. Exactement. Ce qui fait qu'il va te chercher comme un gros con. Voilà. Ou alors tu peux la fermer. Résultat, ça va le ralentir de façon à ce que tu puisses aller te planquer sous un lit ou dans une armoire. Exactement. Par exemple. Par contre, il a beau s'appeler Debilitas, il est pas si débile que ça des fois. Monsieur est quand même. Alors précisons quand même que Debilitas, en fait, c'est tout con. C'est-à-dire que t'arrives dans le château qui t'appartient, donc, enfin, tu découvres qui t'appartient. Tu es l'héritière de ce château et tu sais pas pourquoi. Tu te réveilles dans une cage, exactement, etc. Donc, exactement. où tu es surveillé par Debilitas. Vous pouvez voir l'intro que je vous ai mise donc dans le DVD. Et il y a un truc quand même qui est super étonnant, c'est-à-dire que tu sors donc de ta cage, tu commences à d'ailleurs t'as un espèce de petit drap, etc. Voilà, qui te recouvre simplement, et tu commences à rentrer dans le château. Là tu croises Debilitas, qui la première fois qu'il te croise, il a une espèce de poupée. Et en fait, il te regarde, il regarde la poupée, il trouve que tu ressembles à la poupée, et c'est pour ça qu'il te poursuit. Voilà, en fait, c'est pas du tout un méchant au sens propre du terme, c'est carrément, c'est un simplet quoi. C'est un simplet qui pour lui vient de découvrir un nouveau jouet tout neuf. Exactement. Et à partir de ce moment-là, il va commencer à te poursuivre parce que il te prend pour sa poupée quoi. Exactement. Bon, ce que la poupée, déjà quand on voit l'état de la poupée, on a peur pour la nana quand elle chope. Voilà, c'était plus une petite anecdote. Donc Demento, pourquoi c'est intéressant? Parce que en fait, à mon sens, donc ça récupère le gameplay, ça mixe le gameplay de Koudelka dans les phases d'exploration et de Clock Tower. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que c'est pas du tout un jeu d'action où on va pouvoir s'acharner contre des ennemis, des monstres, etc. Plus de lance-roquettes. C'est un vrai survival. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, il n'y a pas d'ennemis si ce n'est le château en lui-même. Voilà. Il y a des pièges dans tous les sens, etc. Et Debilitas donc qui te poursuit. Et par la suite, il y a d'autres ennemis, mais on va pas en révéler plus. Voilà. Donc un jeu européen, Hunting Ground, c'est distribué par EA sur PlayStation 2 et c'est disponible actuellement, donc vous pouvez vous le procurer dans les meilleures boutiques. Donc j'ai un petit avis là-dessus.
Alors ouais, Hunting Ground, donc qui est, dont le titre original est Demento, donc on vous en a déjà parlé dans Gameplay RPG. Donc c'est un survival horror sauce Capcom, donc c'est encore Capcom donc qui a réalisé le jeu. Pour vous donner un ordre d'idée au niveau gameplay, ça ressemble à Clock Tower, donc c'est-à-dire c'est pas du tout un jeu d'action. Il faut se planquer, il faut se sauver, il faut fuir, il faut être intelligent, il faut savoir se planquer quoi. Enfin, c'est pas du tout un jeu basé sur l'action à la Biohazard ou quoi que ce soit. Tout un univers de suspense. Absolument. Donc, ce qui fait qu'on est complètement pris par le jeu, en fait. Tout à fait. On est complètement pris par le jeu et c'est bien là sa grande qualité. Ouais, voilà, sa meilleure qualité, c'est que justement il y a un univers extrêmement prenant, une histoire prenante, surtout, ouais. Et une tension. Il y a une tension continuelle dans ce jeu, c'est-à-dire on sait jamais où on va pouvoir croiser donc l'ennemi principal du jeu qui est Debilitas. On sait jamais si jamais on va tomber sur un élément du décor qui va être piégé ou quoi que ce soit. Enfin, en tout cas, il faut réfléchir constamment. La grande originalité du gameplay, c'est de proposer une collaboration entre le personnage principal, donc qui s'appelle Fiona, donc qui est une nana bien gaulée, etc. Enfin bon, à la sauce Capcom quoi, avec un chien, donc c'est assez original, donc un chien loup. Ouais, ça ressemble un peu à style Resident Evil d'ailleurs, parce qu'il y a un chien aussi dedans. Dans Resident Evil. Ouais. Non. Ah, dans le 4, oui, tout à fait, absolument. J'étais en train de chercher. Dans le 4, tout à fait, t'as un chien qui peut t'aider si jamais tu le libères. Ouais, Ginny voulait se la jouer. Malheureusement, j'ai pas encore fait le 4, c'est pour ça. Bon. Et j'ai de la chance parce que j'ai dit ça totalement au pif. Et donc la collaboration de Fiona avec ce chien qui s'appelle Ewi, donc qui sur lequel repose tout le gameplay de Hunting Ground. Par contre, voilà, donc il y a énormément de points positifs à ce jeu, mais par contre, ouais, c'est assez répétitif. On se paume assez rapidement dans les couloirs, on en a un peu ras-le-bol des allers-retours qui sont synonymes de durée de vie. Mais en tout cas, si jamais vous avez envie d'un jeu prenant, une bonne ambiance, vous avez une très bonne ambiance et où vous allez avoir de la tension, allez-y. Hunting Ground, c'est génial quoi. Donc on vous le recommande et pour terminer, pour conclure ce qu'on a pensé de ce jeu, je vous donne la note 8/10 dans Gameplay RPG, donc c'est plutôt pas mal. Et c'est une des deux couves d'ailleurs. Et tout de suite on retrouve un jeu qui a été très très bien noté puisqu'il a eu 9/10, il s'agit de Jade Empire. Je vous propose de regarder la vidéo et on se retrouve juste après. Oh, ça vole. Il y a des ballons, il y a de la neige. Scène d'introduction. Non, c'est pas une scène d'introduction en fait, c'est un trailer puisque ça me saoulait de faire des captures vidéo de Jade Empire. Donc voilà, par contre... Ça se comprend. Ouais, ça se comprend, mais en même temps, bon, pour préciser un petit peu ce que c'est que Jade Empire, tu vas pouvoir nous en parler puisque tu y as joué. Tout simplement, jeu d'aventure action qui reprend un peu le même système que KOTOR dans un monde de tout ce qui est Kung Fu, Shaolin, etc. D'accord, mais l'objectif en fait c'est qu'au départ t'es rien et exactement. Au fur et à mesure tu deviens une bête quoi. Exactement, t'as tout compris. Voilà, donc moi d'après ce que j'ai vu ça s'inspire vachement quand même de la trilogie de la 36e chambre de Shaolin, d'après les mouvements etc. Bon, il y a l'air d'avoir de la magie, bon, des trucs classiques. On reste dans du HK très classique comme voilà. Et là c'est la fin de la vidéo, on lance la suivante. Alors, petite surprise, puisque ce n'est pas un jeu PlayStation 2, mais un jeu Xbox. Surprenant, Jay. Ouais, bah ouais. Ça Parce que je crois que depuis tout à l'heure, on a vu que des jeux PlayStation 2. Tout à fait, et effectivement, ça arrive. Et là, c'est un gros hit, comme quoi il suffit de peu de jeux pour. Alors, c'est un gros hit, pas pour tout le monde, mais c'est un gros hit quand même, effectivement. Il a été noté 9/10 sur Gameplay RPG, ce qui est plutôt une excellente note. Tout à fait, mais c'est un avis subjectif, comme tous les avis. C'est l'avis du testeur, en Absolument, tout cas. donc Nico, lui, il a adoré, quoi. Il a adoré cette espèce d'initiation, donc, pour devenir un guerrier Shaolin. Tu m'arrêtes si je me trompe, hein. Bon, qui est dans un magnifique univers, ça, il n'y a rien à dire, graphiquement c'est magnifique, Jade Empire. Au niveau musical, bon, c'est assez sympathique aussi, c'est BioWare qui l'a réalisé, donc c'est quand même ceux qui ont fait KOTOR, entre autres. Et c'est distribué par Microsoft. C'est distribué par Microsoft, tout à fait, et c'est un très bon jeu, d'après ce qu'on m'a dit, moi je l'ai pas vu. Bon, franchement, j'ai vu bouger le truc, j'ai fait... Jim JV, il en pense quoi? Moi je dis, c'est un très bon jeu. Après, il y a certains éléments qu'il faut prendre en compte. C'est un jeu Xbox, donc ruez-vous dessus parce qu'il n'y en a pas. Voilà. Vas-y, continue. Donc déjà bon, effectivement il y a cela, mais personnellement moi j'avais pu jouer une version démo avant que le jeu sorte qui était vraiment pas finie,
où le jeu m'avait vraiment très très déçu. Et là, j'ai eu l'agréable surprise de tomber sur un jeu vraiment de qualité, fluide, très beau, intéressant, malgré pourtant, voilà, pour moi, le gros point négatif de la version française, c'est le doublage français, qui est, comment dire, atroce, poussif, mauvais. Voilà. Ouais. Bah, ça c'est assez courant parce que j'ai rarement vu des. Bon, il y a quelques doublages, attends, je vais pas avoir une langue de vipère, mais quelques doublages qui sont bons, mais la plupart, les doublages, quand ils existent d'ailleurs, les doublages français, c'est jamais excellent. Hein. Bon, déjà, il y a ça, et puis en plus, moi, il y a vraiment un problème d'interface, quoi. BioWare aurait dû rester sur PC, on n'est pas sur console, enfin, c'est pas un jeu console, c'est quoi. C'est vrai que l'interface fait très PC. Et on est sur console, quoi. Enfin, je veux dire, si jamais on cherche un RPG console, bah, on prend un RPG console. Donc, Jade Empire, si jamais il voulait faire un jeu à interface PC, bah, il le développait sur PC et pas sur Xbox. Voilà ce que j'en dis. Mais ceci étant dit, effectivement, c'est très beau et ça vaut le coup parce que forcément, vous avez rien à vous mettre sous la dent. Donc procurez-vous dessus parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Ouais, c'est en gros exactement. Quelque part, si vous aimez le RPG, si vous aimez le RPG, à mon avis, vous n'avez pas une Xbox chez vous. Ça dépend parce que KOTOR, les deux KOTOR étaient relativement des bonnes surprises. Bon, moi j'ai pas super accroché, même si je suis fan de Star Wars, c'est pas le problème. J'ai pas super accroché, mais KOTOR c'était intéressant, quoi. KOTOR c'était intéressant, voilà, le KOTOR 1 et 2 d'ailleurs. Allez, on va continuer avec un autre jeu, Kingdom Hearts Chain of Memories. On regarde la vidéo et on se retrouve juste après. Donc voilà, Kingdom Hearts Chain of Memories, donc qui est assurément le dernier grand jeu de la GBA. Un système de cartes très intéressant au niveau des combats. Ensuite, on retrouve donc tout le background donc de Kingdom Hearts, ce premier qui était sorti donc sur PlayStation 2, et il fait la jonction donc entre les deux épisodes. Donc on peut découvrir entre autres qui sont les Unknown, qui vont jouer un rôle vraiment significatif dans le deuxième qu'on attend avec impatience, qui, rappelons-le, donc sort à la rentrée, donc on attend ça avec impatience. En tout cas, pour le moment, Chain of Memories, allez-y, franchement, c'est du bon, et c'est vraiment le dernier grand jeu de la GBA. C'était donc la vidéo de Kingdom Hearts Chain of Memories, ça va, j'ai bien dit ? Ouais, ça va à peu près. Je suis contrôlé dans mon anglais, donc... Non, mais c'est toujours mieux que King of Ta, quoi, donc, qui est la légende absolue. Donc il faudrait que vous regardiez une ancienne émission sur Console News, je crois que je l'ai même fait d'ailleurs dans une des émissions radio de Gameplay RPG il n'y a pas longtemps. Tout à fait. Hein, ça doit faire bizarre quand même de voir l'image après nous avoir entendu à la radio. Enfin, vous voyez un petit peu au moins les personnages, surtout Jean. D'ailleurs, qui est à la recherche actuellement d'une jeune demoiselle. Donc si vous avez plutôt 20-21 ans, vous êtes gentille et discrète. Vous pouvez nous envoyer un email, il n'y a aucun problème. Jean répond à toutes les lettres de jeunes filles agréables et sensuelles. Donc, Kingdom Hearts Chain of Memories, et je laisse Jean nous en parler. Alors, Chain of Memories, donc c'est le dernier grand jeu de la GBA. Voilà. Tout à fait. C'est tout ce qu'il y a à dire, achetez-le. Non. Très bien, on va passer à la suite. si, achetez-le. Non, si, achetez-le. C'est le dernier grand jeu. Oui, je vais te dire, c'est sur GBA, c'est sorti, distribution Nintendo et conception Jupiter. Ouais, enfin c'est Jupiter donc qui a réalisé le jeu, mais quand même avec Square Enix derrière, quoi. Donc, avec les cinématiques. Dernier grand jeu de la machine et un achat indispensable, c'est la conclusion du texte que m'a fait Jay. Je pense que ça veut tout dire. Ça résume, ça veut dire vous avez une GBA, vous avez plus de jeu, achetez Chain of Memories, point. Oui, Jean ? Bar. Bah. Donc, bah. Ah, joli. Je fais des blagues en plus maintenant. Si tu veux qu'on commence à faire des blagues, on va pas finir. Bon, messieurs, je suis un peu perdu là. Attendez. Après, c'était la dernière vidéo, en tout cas le dernier test en Europe. Tout à fait. C'est ça, et on va passer maintenant à la prochaine rubrique. Ouais. Qui est Report. Jingle. 簡単にハーマン・スミスだけ説明しますが、彼は全身麻痺していて動けないんで車椅子に座ってるんですで、その老人なんで女子大生のサマンサという女の子が介護をしています、ですけどひとたび覚醒をすれば彼は一流の殺し屋になって、殺しの任務を遂行していきますで、彼が任務として使えるのは、人格の一つのガルシアンといって白いスーツに大きいカバンを持った男に、指定がおられます。ハーマン・スミスは車椅子の後ろにすごい巨大な、ランチャーを持っていて、彼はそれに戦うことができるんですが、普段はほとんどゲームではプレイできません。基本的には人格の7人をゲーム中はプレイするんですが、
リーダーのガルシアンっていうのは護身用の銃しか持っていないので彼もまたちょっと攻撃力が弱いです。でガルシアン・スミスは他の6人が、死んだ場合、死体を回収する能力があって仲間を生き返らせることがあります。で昔ハーマン・スミスに殺された殺し屋の、白髪の、トラビスだったり、まあなんかの理で死んだ少女のスージーだったり、いろんなゴーストは本当に面白いが出てくるんです。まあ、そんな変なキャラクターたちがたくさん出るキラーセブンなんですが、ストーリーは、全部で6話存在しています。それはまあ謎のままに終わるんですが、一つだけキラーセブンとは一体何だったっていうのはゲームをクリアすると理解することです。そんないろんなキャラクターとこの複雑に絡み合った、ストーリーを楽しんでもらえれば、終わりに思います。でゲームの部分もかなり面白い、内容になってますので、それはまあ今日ゲームをプレイして、感じてもらえれば嬉しいなと思います。Donc d'où vient le concept? もう一回コンセプトお願いします。Donc à la base on voulait faire un jeu avec des tueurs à gages, donc il y en avait 7. Puis on s'est dit qu'un jeu avec 7 tueurs à gages tout simple, c'était pas très original, donc finalement pour renforcer le truc on s'est dit on n'a qu'à faire de ces 7 personnages une seule et même personne, ça serait les 7 personnalités différentes d'un espèce de vieux bonhomme paralysé sur ses chaises roulantes. D'accord. Pourquoi le chiffre 7? 7という数字はどうやって選べましたんですか？ごめんなさい、最初から。Bon, les personnages ont toujours été 7, mais on ne savait pas trop au début comment aller le jeu. Alors on pensait peut-être utiliser juste Harman Smith. Donc au début le jeu s'appelait Killer 1, mais ça sonnait pas très bien à l'oreille, donc finalement on a décidé que ça serait Killer 7. Très bien. Bon. Alors maintenant en termes de gameplay, pourquoi cette direction expérimentale? Est-ce que de base il y a eu une réflexion sur le public recherché ou pas? Donc effectivement l'univers est assez étrange, assez dark, on a du mal à rentrer dedans parce qu'on retrouve pas mal d'éléments un petit peu série B, comme par exemple des vieux films de Yakuza assez violents, mais au contraire pour ce qui est du gameplay, on voulait quelque chose justement d'assez simple pour que les gens puissent se concentrer sur le jeu et non pas sur le gameplay en lui-même. Donc on en a fait quelque chose d'assez simple, j'avance avec le bouton A, etc. pour que justement les gens puissent s'y retrouver plus facilement. Peut-être je me demandais s'il n'y avait pas une source d'inspiration différente pour chacun des personnages qui ont été créés. Est-ce que c'est venu dès le départ? Est-ce qu'il y avait les idées dès le départ ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure du développement qu'ils ont fait évoluer les personnages? En termes de base, il n'y a pas grand chose qui a changé, c'est-à-dire que Garcia Smith était là à la base, le chef des Killer 7, lui n'a pas changé du tout. Par contre certains personnages oui ont un petit peu évolué pendant le développement du jeu, mais ce qui a le plus changé, c'est tout le côté power-up avec le nouveau pouvoir qu'on obtient au fur et à mesure des points d'expérience et qu'on avance dans le jeu, c'est la chose qui a peut-être le plus changé entre le projet initial et le jeu fini aujourd'hui. Donc le gameplay a été simplifié à l'extrême, histoire justement de vraiment percevoir l'aspect réflexion, aventure, recherche, tu vois, plutôt que justement de se concentrer sur l'action, des actions compliquées, j'imagine. Donc effectivement, on a mis en place un système de déplacement suffisamment simple pour que tout le monde puisse s'y mettre. Moi je pense que les phases d'action à la première personne où il faut tirer sur les ennemis sont peut-être un petit peu compliquées par rapport au reste du jeu, mais d'une manière générale on voulait que le jeu ne bloque personne de par son aspect action et déplacement. Le seul point commun qu'on peut trouver entre Killer 7 et Resident Evil, c'est bien entendu tout ce qui est structurel, c'est-à-dire qu'à la manière de Resident Evil dans Killer 7, on avance, on tue des ennemis, on récupère un item qui nous permet de résoudre une énigme et ainsi de continuer l'aventure. Ça oui, je vous l'accorde, mais sinon Killer 7 n'a pas non plus été créé dans le but de ressembler à Resident Evil. C'était pas un jeu qui a voulu vraiment copier Resident Evil à tout prix, c'est juste que quand on y réfléchit bien et qu'en termes de gameplay on essaie de construire un jeu d'aventure avec des phases d'action, on se retrouve de manière quasi obligatoire dans un schéma à la Resident Evil. Voilà, c'était donc le reportage de Jay, Killer 7. Je vais laisser la parole à Jin. J'y vais, comme vous voulez. Si vous êtes ami, j'y vais. Si vous ne le connaissez pas, c'est Jin. C'est ça, hein, d'après ce que tu m'as dit. Voilà, c'est un peu compliqué, hein, ta vie. Ouais, donc tu vas nous dire ce que t'en penses. Alors Killer 7, effectivement, c'est un titre qui m'a tapé dans l'œil.
pour une simple raison, c'est son aspect graphique, qui est comme l'a dit Jay, qui est un peu sous acide. Il me fait énormément penser, par rapport à l'OVNI. Attention à ce que tu dis, parce que Jay t'entend. Il me fait penser à Rez. Mais quand je dis à Rez, c'était sorti sur Dreamcast, c'est-à-dire que c'est un jeu qui est complètement à part. Non, la comparaison est bonne en plus. Voilà, tu vois. Vous êtes d'accord, ça va aller plus vite. C'est un OVNI. Rez, c'était un OVNI aussi, c'est simple, on aime ou on déteste. Moi, personnellement, je sens que ça va tuer. Le peu que j'ai eu d'entre les mains, c'était super intéressant, agréable à jouer, même si on peut reprocher le petit système de, entre guillemets, qu'on est sur rail, puisqu'on se déplace pas, on n'est pas véritablement libre. Mais l'aspect technique, c'est extrêmement original. Et voilà, l'originalité, ça paye toujours. Donc c'est un peu ce qui manque dans le jeu vidéo actuellement. Voilà, exactement, exactement. Donc déjà applaudissons quand même la prise de risque d'Hiroyuki Kobayashi, donc c'est associé à Suda51 pour pouvoir faire ce jeu. Lui qui a l'habitude des blockbusters, il aurait pu rester sur des blockbusters, et là en l'occurrence Killer 7 c'est un titre tellement particulier que c'est même pas sûr qu'ils vendent. Donc à partir de ce moment-là déjà ça nous intéresse, et on va tout faire pour défendre l'initiative. Après le jeu il vaut ce qu'il vaut, j'ai joué et effectivement c'est extrêmement déstabilisant même dans la jouabilité, on n'a jamais vu ça. Maintenant je sais pas si jamais on va réussir à rester accroché les 15 heures qui sont prévues pour le jeu. En tout cas il y a une scénarisation qui est parfaite, je veux dire au niveau de l'histoire c'est mortel, les personnages, alors précisons quand même pour en parler un petit peu, comme vous avez pu le voir dans ce montage, dans ce petit reportage, que le héros donc est un vieux briscard, une sorte de tueur professionnel, mais qui est dans un fauteuil roulant et qui a développé cette personnalité donc pour pouvoir arrêter l'un de ses anciens amis, qui lui est une représentation de Dieu sur Terre. Voilà. Très bien. D'autres choses ? Non, je crois que tout est dit là. Tout est dit, donc on va passer à une autre rubrique, la rubrique dossier. Voilà, pour ce dossier, on a sélectionné un jeu qui est Shadow Hearts. Donc dans le magazine multimédia, tu me coupes Jesse si je me trompe, vous retrouverez un gros dossier de vidéos, je crois 5-6, ouais, voire plus. Vous retrouverez des vidéos, vous retrouverez des surprises, vous retrouverez des spoilers, enfin exactement ce qu'on avait fait sur DMC3 en fait, histoire de vraiment vous donner un aperçu global. Compléter à mort le dossier déjà balèze qu'on a fait sur Gameplay RPG. Quoi, je vous propose de regarder une vidéo qu'on a sélectionnée et on se retrouve juste après pour en parler. Donc voilà un jeu Shadow Hearts, premier du nom, donc qui faisait suite à Koudelka, donc quelques années après, qui n'a pas été la suite comme on s'y attendait, mais en tout cas qui a un vrai rapport avec le premier dans la mesure où les deux prêtres dont on entend parler dans Koudelka donc sont, enfin il y en a un des deux qui est le père d'Alice, donc justement qui est le personnage féminin clé et principal donc de Shadow Hearts. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? On peut dire effectivement que Koudelka joue aussi un rôle très important puisque c'est grâce à elle et grâce à sa voix que Yuri donc Uru pour ceux qui ont joué en japonais, Urnavbor Yuga voilà, pour ceux qui veulent son nom définitif, donc qui est un des meilleurs héros qui a été créé, je pense. C'est clair. Parce que très torturé, parce que russe, donc forcément il est génial. Et aussi parce qu'il tranchait radicalement avec ce qu'on voyait dans la production de cette époque-là, quoi. Voilà, et puis en plus il est super, assez désinvolte, je dirais. Il a très désinvolte, détachement tout à fait. par rapport aux événements qui. Il en a un peu rien à foutre, et il y a une vraie évolution du personnage pendant le jeu, qui est encore plus poussée dans Shadow Hearts 2, où là il se triture les méninges, il se pose des questions dans tous les sens, etc. Il est enfermé dans sa propre déchéance. Et vraiment un héros très intéressant. Bon, donc il y avait des bonnes bases, c'est-à-dire qu'il y avait une histoire qui était basée sur l'histoire avec un grand H. C'était un truc qu'on n'avait jamais vu, un RPG contemporain qui tenait la route, on va dire. Mais par contre, énorme problème de gameplay, d'énormes problèmes techniques. Je veux dire, c'était moche, il faut bien l'admettre. Enfin, c'était illégal, on va dire. Super mal animé. Ça restait comme un des premiers jeux PS2. Donc bon. Ouais, c'était pas un premier jeu PS2. Quand même, Il faut que tu saches quand même que Shadow Hearts ça a été dévoilé en même temps qu'FF10 quasiment.
Ouais, c'est vrai, donc bon. Donc voilà. Mais bon, c'est pas les mêmes moyens non plus, les mêmes moyens que exactement, il y a pas vraiment d'excuses. Mais bon, il y avait une bonne volonté de Psychonauts de faire un bon RPG et effectivement. C'est vrai qu'il a laissé un mauvais souvenir aux amateurs d'import, quoi. C'était un RPG passable, mais qui s'engageait très bien. Et quand on a vu le 2, franchement, cette série, elle déboîte. Il y a rien à dire. Il y a quand même un grand vide entre guillemets entre le 1 et le 2. Ah tout à fait, ouais, mais ils ont pris leur temps, quoi. Tout à fait, mais il y a un gros problème il y avait un gros problème de gameplay qui a complètement été corrigé dans le 2, quoi. Et même à tous les niveaux, hein, le 2 il explose le premier. On peut que saluer un des développeurs qui se remettent en question d'un épisode à l'autre, c'est quand même pas tous les jours, donc absolument. D'ailleurs, ils ont tellement compris la leçon qu'ils se sont ils ont arrêté de s'appeler Psychonauts, ils se sont appelés directement Nautilus pour le 2, tellement ils voulaient pas laisser de souvenirs, genre c'est Psychonauts, c'est une boîte de merde, ils ont fait Koudelka, ils ont fait Shadowhearts, ils sont deux jeux super moyens au niveau du gameplay, quoi. Voilà, donc Shadowhearts c'était quand même une déception, mais en tout cas ça a donné les fondements qui ont permis justement aux deux, on va dire que c'était comme si c'était un essai, quoi. Voilà, et qui ont permis aux deux d'être vraiment un RPG mais monstrueux, et d'ailleurs on va voir ça tout de suite. Shadowhearts 2, donc notre coup de cœur du mois, il faut bien le préciser quand même, donc c'est pour ça qu'on a fait un dossier de ouf, et dans le magazine et sur le DVD, histoire de simplement vous faire comprendre à quel point ce jeu est mythique. Dans tous les sens du terme, donc déjà par un côté, au niveau des vidéos, au niveau des scènes cinématiques, donc qui sont très bien réalisées. C'est sûr que c'est un peu en deçà de la production actuelle, mais c'est largement suffisant. Les personnages sont quand même relativement bien faits, etc. Donc voilà. Au niveau des scènes vidéo, faut pas s'attendre à du Square Enix, quoi. Exactement. Mais c'est pas les mêmes niveau gameplay, c'est absolument génial. Je veux dire, tout a été pensé, mais à la perfection. Que ce soit au niveau donc de l'exploration, de tout ce qu'il y a à faire, les multi-quêtes, il y en a, mais dans tous les sens. La quête de Salomon, etc., c'est génial. Au niveau des combats, c'est pareil. Moi je trouve que encore une fois, Arrows donc a fait un boulot exceptionnel. Quand on se souvient du premier Shadowhearts, où c'était relativement, on va dire, moyen, mal engagé. Dans ce deuxième épisode, donc ils ont récupéré le même système de combat, donc avec le Judgment Ring Battle System, où donc on a cette roue où il faut appuyer en timing à deux endroits bien précis pour pouvoir sortir des combos, et où on peut justement configurer cette roue, et c'est absolument génial. Enfin vraiment, Shadowhearts 2 ça a été une des plus grandes surprises de l'année dernière, déjà au Japon et aux États-Unis. Il est sorti un petit peu comme un peu de lapin en France. C'est-à-dire que bon, c'est un petit peu cafouillé. Au départ, c'était Konami qui devait donc le distribuer. Ensuite, donc ça a été Sega qui a récupéré les droits pour le distribuer, et donc ça s'est fait tellement dans la précipitation que la presse n'a pas du tout été au courant. Personne n'en a parlé, et bien évidemment, vu la qualité du jeu, c'était totalement indispensable qu'on fasse quelque chose dessus dans le gameplay RPG. C'est aussi pour ça que c'est un numéro qui est daté juin, donc qui sortira fin mai. Mais on ne pouvait pas décemment donc faire un numéro de gameplay RPG sans en parler. Donc on a attendu la sortie française. À l'époque, je voulais faire un énorme truc quand il est sorti en US avec un nerd, c'est tout. Finalement, je m'étais ravisé, je m'étais dit bon, on va attendre la sortie française. Donc là, le jeu est sorti effectivement depuis au moins 2 mois, mais on en a rien à foutre. Enfin, je veux dire, c'est un grand jeu. À partir de ce moment-là, si jamais vous l'avez pas encore acheté, si jamais vous l'avez pas essayé, c'est plus que recommandé. Parce que là vraiment Arrows se hisse au niveau des meilleurs. Si jamais vous avez l'habitude des grands RPG, que vous en faites 1 ou 2 par an, celui-là vous pouvez le considérer comme tel. C'est-à-dire c'est vraiment un RPG absolument excellent au niveau historique, etc. Au niveau des références, il y a des références dans tous les sens. Le système de combat est absolument génial. Et voilà, bon, Shadowhearts 2 c'est une bombe absolue, je vous le recommande plus que chaudement. Voilà, donc c'est notre conseil du mois, achetez-le. Voilà, une vidéo donc exclusive pour cette émission de télé, puisque vous ne retrouverez pas cette vidéo dans le magazine multimédia. Vous aurez
par contre beaucoup plus de vidéos de chaque épisode. Là on vous a fait un petit montage résumant l'épisode 1, 2, 3 et 4. Si je ne me trompe pas, je fais toujours attention avec Jay parce que j'ai peur de me prendre une raclée sinon. Bah tu viens de te tromper parce Voilà. qu'on n'a pas 4. Donc 1, 2 et 3. Oui. Ouais. Bah allez-y alors, lâchez-vous. Si, concrètement il y en a 4, on est d'accord, mais c'est pas du Shadowhearts. Donc précisons que Voilà, effectivement la série a commencé avec Koudelka, Voilà. vous avez pu voir en tout premier, qui allait continuer donc avec Shadowhearts, ensuite Shadowhearts Covenant qui est notre star du mois absolu. Donc achetez-le déjà, il y a rien d'autre à dire, achetez-le. Ensuite on a terminé donc par Shadowhearts 3. Il y a bien donc 4 vidéos. Il y a bien 4 vidéos, tout à fait. J'ai bien compté donc en Il y a regardant bien, la vidéo. il y a Ça bien me 4 rassure, jeux. hein. Il y a bien 4 jeux, tout à fait, mais il n'y a pas 4 Shadowhearts. D'accord. Et donc bah vas-y Jay, je te laisse nous expliquer un petit peu ton dossier, ce que tu avais envie de dire dessus. Hein. Simplement, lisez le magazine pour commencer, d'accord, Voilà. parce que le dossier est Et béton. Béton, ouais, et il y a un test, vous verrez jamais un test comme ça nulle part ailleurs de Shadowhearts 2. Donc, Koudelka, pour résumer, excellente histoire, excellente ambiance, très mauvais gameplay. Ensuite, Shadowhearts, premier du nom. Excellente histoire, excellente ambiance, mais très mauvais gameplay. Shadowhearts 2, la perfection. C'est un des meilleurs RPG auxquels j'ai joué. C'est un des meilleurs RPG de la PS2. Allez-y, franchement. C'est la bombe actuelle. Même si, effectivement, il est sorti en avril. J'en avais rien à foutre. J'avais dit que je voulais en parler. On en a parlé. On a fait 20 pages dans le magazine. Franchement, si après ça, vous l'achetez pas, c'est que vous méritez plus de lire le magazine. Et enfin, on termine avec donc Shadowhearts 3 qu'on attend avec grande impatience. Parce que cette fois, ça se passe donc en 1929. Aux États-Unis, donc à New York, Chicago et autres, pendant une période bien troublée de l'histoire de l'humanité, exactement comme dans le 2 où ça se passe pendant la Seconde Guerre mondiale. Et ça devrait en plus première de ça. Première guerre mondiale. Oui, désolé, j'ai été embarqué dans je sais pas quoi. Tout à fait, c'est dans la Première Guerre mondiale, merci, j'y vais. Et donc dans ce 3, donc on continue en fait, ça se passe en quelque sorte 10 ans après. On a un nouveau héros, donc c'est plus Yuri, désolé. On sait pas si on va le retrouver, ça on verra, c'est la surprise du chef. Sachez simplement que Shadowhearts 3 donc sort cet été. Je ne me rappelle plus de la date exacte, hélas, c'est au mois de juillet, je l'avais noté quelque part. En tout cas, c'est pendant l'été. Voilà, c'est cet été et on le loupera pas. Et de toute façon, je pense qu'on vous en reparlera dans la prochaine émission de Gameplay RPG. Ou de toute façon, il sera bien présenté à l'E3, donc vous inquiétez pas, je vous rabâcherai les oreilles dessus. Aucun souci. Et achetez Shadowhearts 2, c'est un ordre. Très bien. Et pour passer à autre chose, mais vraiment sans transition, parce qu'on va clôturer, parce qu'on a été très long pour cette émission. Donc vous avez vraiment une très très belle émission. On va terminer avec Star Wars épisode 3, à moins que tu aies d'autres choses à rajouter sur ton dossier, Jay. Bah, je pourrais en parler des heures, donc ça sert à rien. Voilà, donc vous avez un dossier sur Gameplay RPG, un dossier bien évidemment dans le magazine multimédia, plus ce petit dossier dans cette émission dans Gameplay RPG TV. Je crois que on a fait bien le tour, je pense. Hein. Voilà, je pense que les gens d'Arous seront contents quand ils me verront à l'E3. C'est une évidence. Très bien. Allez, je vous propose de regarder toujours dans la rubrique dossier, mais un dossier qui n'a rien à voir. Star Wars épisode 3. On regarde une vidéo et on revient juste après. Dark side of the Force is a pathway to many abilities some consider to be unnatural. Is it possible to learn this power? Not from a Jedi. The Council wants you to report on all the Chancellor's dealings. That's treason. We are at war, Anakin. Very dangerous putting them together. I don't think the boy can handle it. I don't trust him. I need your help, son. I'm appointing you to be my personal representative on the Jedi Council. You are on this council, but we do not grant you the rank of master. What? Obi-Wan and the Council don't trust me. Learn to know the dark side of the Force, and you will achieve a power greater than any Jedi. You're under arrest, Chancellor. Are you threatening me, Master Jedi? Every
single Jedi is now an enemy of the Republic. Do what must be done. Do not hesitate. Show no mercy. Who could have done this? Twisted by the dark side, young Skywalker has become. I feel so helpless. You were the chosen one! Voilà. C'était donc c'est Lego Star Wars, à mon sens le meilleur jeu qui a jamais été fait sur Star Wars. Tout à fait. Ouais. Et sur les Lego aussi. C'est absolument génial. Comment revivre les 3 épisodes voilà, dans un jeu super intense. J'ai adoré, moi, franchement. Forcément plus intense que les jeux licence, puisque original. C'est absolument génial, quoi. Enfin, vraiment, on retrouve tout le gameplay, voilà, et puis c'est super mignon, c'est génial. C'est génial. Franchement, Lego Star Wars, enfin, nous, ça nous a un peu laissé sur le fion, et on vous le recommande vraiment très très chaudement, parce que voilà, il y a tout dedans. Il y a les 3. Il y a les 3, il y a les meilleures phases, il y a la course de pod, il y a tous les duels. Il y a tous les duels, et puis c'est super mignon, et puis c'est jouable, et puis on retrouve absolument tout dedans, et vraiment, enfin moi, pour moi, c'est le jeu de fan qui a été fait pour les fans. Revoir tous les éléments de l'univers refaits à la sauce Lego. Ah non, mais c'est génial, quoi. Enfin, c'est en SD et tout. Enfin, c'est mortel. Voilà. Lego Star Wars, on vous le recommande, mais vraiment très 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 chaudement. Voilà, vous voyez, c'est absolument génial, quoi. Voilà, donc on vous fait un micmac de tout, on va vous parler du film, du jeu vidéo Lego Star Wars, il y a un jeu aussi vidéo Star Wars, tout cas une licence. Ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, je te laisse, Jay, vas-y, je t'en prie. D'accord. Donc, oui, alors pour commencer, on va parler un petit peu du jeu. Nettement meilleur, nettement alors, tu supérieur. donnes le titre du jeu pour pas mélanger. Bah, Star Wars 3. Pas mélanger avec Lego Star Wars. Revenge of the Sith. Enfin voilà, c'est le jeu officiel. Et je crois que c'est une bonne surprise parce que normalement les réalisations des jeux Star Wars n'étaient pas terribles et là, plutôt une bonne surprise. Bah, ça dépend des jeux en fait. Il y a eu tellement de jeux Star Wars. Il y a eu énormément de jeux Star Wars et il y en a eu quelques-uns qui étaient vraiment réussis. Genre sur Super Nintendo, ils étaient très bons. On a eu quand même des Rebel Strike, des Rock Squadron, etc. Des trucs quand même sympas. Maintenant, effectivement, les jeux officiels de la nouvelle trilogie étaient franchement pas terribles. Le premier et le 2, c'est complètement oublié. Il y avait Pod Racer qui était sympa quand même. Là, on se retrouve quand même avec un jeu d'aventure qui est très bien conçu avec des éléments RPG. On retrouve tout le film à l'intérieur. L'animation a clairement été améliorée, graphiquement c'est assez joli, donc c'est pas un jeu exceptionnel mais c'est un très bon jeu, et si franchement vous avez kiffé le film, procurez-vous le jeu, vous revivrez exactement ce que vous avez vécu dans le film. Quelques petits problèmes de jouabilité quand même à noter de temps en temps. Voilà, pour Star Wars 3. Jean, j'y vais. Bah moi j'ai parlé de Lego Star Wars. Très bien, tu fais bien parce que alors là moi aussi je vais en parler parce que j'ai vu les vidéos. Alors, je crois qu'on va tous en parler. Voilà, exactement. Je vais prendre l'expression de Jay, ça bute sa mère. Voilà, alors Lego Star Wars, déjà en Lego, je crois que tout le monde connaît les Lego, hein. On a tous grandi avec. Et d'habitude les jeux vidéo Lego qu'on connaît n'étaient pas exceptionnels. On se marre un peu quoi. Et voilà, et là on sait pas ce qui s'est passé chez eux. Et je sais pas, ils ont dû avoir une révélation, un truc. Et puis ils ont ramené leur ovni et puis en fait ça bute. Voilà. Donc Lego Star Wars. Qu'est-ce que je peux dire, c'est une surprise, c'est le truc qui arrive de nulle part que personne n'attendait. Vous avez vu la vidéo et vous avez pu constater par vous-même, et croyez-moi, la vidéo est à la hauteur du jeu. Hein. Voilà, donc moi je lui dis qu'une seule chose, essayez, achetez. Voilà, je pense que Jay va être d'accord avec moi, non? Lego Star Wars, c'est mon coup de cœur du mois, franchement. En dehors de Shadowlands 2, moi j'ai complètement craqué sur ce jeu. On se disait au départ, ouais, ça va être de la merde, etc. Enfin bon, classique quoi. Et finalement, là on se bouffe les 3 films en même temps.
d'accord. Avec des phases les phases de jeu avec des personnages Lego et c'est mortel, ça défonce. Et je vais vous dire, c'est tellement mortel. On vous a montré une vidéo de Lego Star Wars, mais j'ai vu qu'il y en avait une deuxième. Vous savez ce qu'on va faire ? On va voir la deuxième vidéo aussi. Lego Star Wars Video game. Pardon, j'ai craqué là. Bon. Destiny. Minable. Ah, ça fait pas très mal, Thaïs. Star Wars. Voilà, ça c'était pour vous faire plaisir et nous faire plaisir parce que on l'aime ce jeu Lego Star Wars. Franchement, on a tous kiffé. Enfin voilà, c'est excellent quoi. Moi j'ai adoré. Et pourtant c'est un petit jeu, c'est un petit jeu mignon, sans prétention, mais c'est génial. Enfin il y a du gameplay. Si Lego nous entend, vous gênez pas pour nous envoyer quelques exemplaires parce que je pense que beaucoup de gens dans la rédaction seraient contents de l'avoir. Sache que l'éditeur est Eidos, qui ne nous ont pas envoyé de version. Ah d'accord. Et ce qui est tout à fait normal. Oui, donc voilà. Il faut savoir c'est que Eidos et FJM, on n'est pas très amis depuis des années, on ne sait pas pourquoi. À partir de ce mois, donc si Eidos m'entend, si jamais il regarde ce DVD, sachez que c'est pas pour autant qu'on boude vos jeux, c'est pas parce que vous avez une politique bizarre qu'on va bouder vos jeux. Lego Star Wars c'est de la bombe, donc on le dit, c'est pas pour vous faire plaisir, mais c'est pour nous faire plaisir et faire plaisir aux lecteurs. Il est tout de même dommage qu'un éditeur qui est là pour vendre ses jeux, quand il a un jeu aussi intéressant, ne le fournisse pas très rapidement aux rédactions comme les rédactions de FJM, qui a quand même un ensemble de magazines assez important, pour qu'on puisse dire que c'est un très bon jeu. Bon, va pas repartir là-dessus. Non, tout à fait. Donc après, c'est pour ça qu'on a un droit de réserve. Je trouve ça simplement bête. Voilà, c'est tout. Ça s'arrêtera là. Et voilà, on va pas en dire plus. Et ça sera la conclusion de ce dossier Star Wars. Donc t'as d'autres choses à rajouter, Jay ? Star Wars 3, c'est l'événement à ne louper sous aucun prétexte, que ce soit le film, le jeu. Allez-y, essayez-le. Quand j'ai entendu. Ouais, beaucoup plus noir. Voilà. Et puis. Ça a l'air de. Là, il a mis l'action. Hein. Et puis surtout, c'est surtout de l'émotion qu'il a rajouté. C'est-à-dire que, contrairement aux deux premiers épisodes, c'est vraiment numérique à mort. Celui-là, on retrouve le côté émotionnel, donc qui avait bien marché dans la première trilogie. On peut raconter la fin là ou pas en fait si tu veux, alors vas-y. Oui, non, il y a une blague. Hein, je veux dire, non, mais enfin en même temps, si jamais vous êtes pas trop con, vous aurez remarqué que la première trilogie de toute façon commence au 4e épisode, donc il se passe obligatoirement après le 3. Voilà. Donc vous savez que Luke et Leia sont nés. Point barre, j'en dis pas plus. Vous savez aussi qu'il va y avoir Darth Vader et pas Dark Vador comme tout le monde le dit. Darth Vador. Voilà. Non, Darth Vador. Bon, ok, dis ça comme tu veux. Il fait pas mal. Que la force soit avec toi. C'est ça la grande expression de Star Wars. Ouais, que la force soit avec toi. Et ça sera le dernier épisode et la conclusion de cette sixlogie, ça se dit ça ? Non, deux trilogies. Double trilogie. Ouais, double trilogie, je sais pas. Donc voilà, ça sera aussi la conclusion de cette émission pour cette première émission de télé de Gameplay RPG. Ça s'est plutôt bien passé, ça va, Jay, tranquille ? Ça va, globalement. Jean JV, ça va ? Ouais, ça va. Le double nom de Jean JV. Je vous rappelle que si vous voulez nous donner votre point de vue, nous donner des informations, même nous dire ce que vous avez pensé de cette émission, vous avez évidemment l'adresse email gameplayrpg@fjmpublication.com. Ne vous gênez pas, on est là pour entendre vos remarques, vos critiques ou même vos compliments. Ça nous fera toujours plaisir. Je vais demander aux gens qui ont participé à cette émission de venir me rejoindre parce qu'il est important que vous connaissiez un petit peu qui réalise les choses avec nous. Alors là, je
préfère vous prévenir avant qu'il arrive. Il y a l'incarnation de la laideur, donc c'est Wilfried, c'est mon maquettiste adoré avec qui on bosse sur Gameplay RPG. Et savoir aussi que Wilfried participe, il est aussi chroniqueur dans le magazine Manga Spirit TV, et puisqu'il est là aussi qu'il est passionné de manga. Donc vous le retrouverez avec moi et Iker dans cette émission. Allez, baisse-toi Wilfried, on voit bien comme t'es laid. Wilfried à côté de moi. Il dit que t'étais l'incarnation de la laideur, mais je continue à le maintenir, d'accord. Voilà, donc Wilfried qui a participé à la réalisation et le pilotage des caméras. Et surtout Pierre, qui est maquettiste de Gameplay RPG. Qui est maquettiste aussi de Gameplay RPG. Pierre, tu peux venir aussi nous rejoindre. Deuxième être laid de la rédaction. Donc, Pierre que vous connaissez puisqu'il a déjà signé dans le magazine. Donc là, il travaille plus dans le magazine. Il signait Pierrot, donc il faisait partie de mon équipe avant. Voilà, vous le voyez à ma. Maintenant, il est recyclé à tenir la caméra. Voilà. Et donc on va terminer avec Siva qui est aux caméras, qui va vite nous rejoindre avant de retourner dans son studio où il réalise. Donc il arrive, il est là. Alors Siva, c'est pas un pseudo, c'est son prénom, je tiens à le préciser. Donc Siva qui est là, voilà, vous le voyez. Voilà. Est-ce qu'on le voit, ouais. Merci à vous tous de nous avoir suivis, et on espère vous retrouver très prochainement sur le canal FJM. Je rappelle que le canal FJM, c'est 8 émissions de télé qui sont rassemblées dans un nombre de 8 magazines. Donc vous avez, je vais pas tous vous les citer, mais juste quelques exemples: Manga Spirit TV, c'est bon Pierre, tu peux t'en aller. Otaku TV, Console News où je retrouve Jay et Jean. Vous avez aussi Gameplay 128 TV où là je suis accompagné de Gaël. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. Salut. Attends, j'ai une dernière connerie à ajouter. Vas-y, si vous êtes un homme et que vous êtes intéressé par Jean, l'enfoiré. N'hésitez pas à lui écrire parce qu'il prend tout en ce moment, il est tellement désespéré. J'allais le dire, ouais. Il est tellement désespéré. Donc... Non, mais en plus, c'est vraiment sérieux. Hein, si vous êtes... Je préfère encore la première intervention. Voilà. Donc, si vous êtes mignonne et vous voulez connaître un petit peu l'ambiance du showbiz grâce à Jean, contactez-le. Ouais, vraiment, ouais. Si vous sentez la testostérone, ça l'intéresse aussi. Hein. Allez, je vous souhaite une bonne continuation. À la prochaine. Allez, ciao. Ciao.